Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur du mois de novembre et donc c'est l'occasion de faire un petit garage. Nous sommes avec Jeff, Cal-Jeff, alias Cal-Jeff, Chinkage et tout. Il a plein de pseudos, ce mec-là. Jeff, ça va, t'as la pêche? Mais comme d'habitude, toujours patate. la pêche. Surtout la banane. Et tu nous viens avec un sujet de podcast qui est comment faire une adaptation. Il y a un manga, il y a un film, il y a une BD tout à fait, que vous kiffez, chers auditeurs, et puis vous vous dites, mais comment vais-je pouvoir adapter ça en jeu de rôle et déjà, pourquoi j'en ai envie, et ensuite, comment je vais faire. Et ça va être le thème de ce garage. Et aujourd'hui, pour traiter de ce garage, nous avons la chance, l'honneur d'être avec un invité de marque, Sébastien Sellerin, rejoint la cellule. Sébastien, ça va la pêche? Eh ben super, moi je suis très content d'être là, on va passer un bon moment je pense. Oh oui, t'inquiète. Et donc t'as toute, t'es dans le contexte et dans le vif du sujet parce que en ce moment, paraît-il, au Doussin, vous êtes en train de travailler sur une adaptation. Oui, c'est le cas effectivement, on a reçu un projet d'auteur sur une adaptation de bande dessinée francophone des années 60 qui parle des super-héros, qui s'appelle l'univers Hexagone et ça va sortir en jeu de rôle en toute fin d'année. Et effectivement, là, on est en train de mettre les derniers petits réglages. Voilà. On teste la feuille de perso pour savoir si elle est bien fonctionnelle. En fait. Donc, tu es en plein dans les problématiques qu'on va aborder dans ce podcast. À mon avis, tu auras plein de questions et plein de remarques pertinentes à nous faire. Nous sommes également avec Darky et Ben, ça va? Bonjour. Artisan des ateliers, on ne te présente plus. Hein. Tu gères un peu tout l'aspect technique du blog de la cellule. Exactement. Et puis là, voilà, tu t'assois toujours sur le canapé, un petit peu en naïf, pour poser tes petites questions incisives. Tout à fait, avec la pêche, la patate, comme tu le dis. Ah, absolument. Et est-ce que tu as déjà eu l'occasion de te poser la question, toi déjà, Darky, de te dire, tiens, il y a un univers là, je le verrais bien au jeu de rôle ou je l'adapterais bien. Ça t'est déjà arrivé Oui, sur le dernier que je m'étais posé ça, c'était Looper, sur le film Looper. Alors, pourquoi avec Bruce Willis, ouais. Puis surtout avec un concept assez fantastique de voyage dans le temps, super bien pensé. C'est vrai que c'est quelque chose qui te fascine, ça, le voyage dans le temps. D'une, et puis le film un peu décomplexé parce qu'il laissait la place à un autre univers avec des pouvoirs un peu, je veux pas spoiler le film, mais en milieu de film, on a un twist et puis on vous apprend que c'est pas spécialement seulement un film de SF, il y a aussi des super pouvoirs, un peu des mutants. Ça partait un peu dans du n'importe quoi bien joyeux et oui, quand on voit ça, on se dit mais ça doit être terrible en jeu ça. Alors déjà, première petite question peut-être pour commencer ce podcast, c'est pourquoi, quel genre d'univers et pourquoi vous pensez qu'il y a des films, des objets qui s'adapteraient en jeu de rôle? Moi, je pense tout de suite déjà aux jeux vidéo, parce qu'il y a de l'interactivité, il y a plusieurs types de personnages, plusieurs archétypes de personnages, et souvent quand je joue à un jeu vidéo, je me dis, putain, j'en ferais bien un jeu de rôle. Très souvent, ça m'arrive avec le jeu vidéo. Oui. Effectivement, personnellement, j'aurais peut-être pas forcément l'optique de partir sur un jeu vidéo. Ah bah toi, c'est le manga, toi, c'est le dessin animé. Enfin, je dirais tout ce qui a un univers assez élaboré. Enfin, je sais pas. Bon, par rapport aux jeux vidéo, c'est vrai que l'une de mes premières idées, moi, c'était Legacy of Kain. Je te le cache pas. Ah ouais. Le monde de Legacy of Kain en jeu de rôle, tout simplement. Mais Sébastien, copine du chef. C'est vrai que c'est un univers, enfin c'est un jeu qui fait envie en termes d'adaptation. Complètement, la saga, c'est une saga, j'espère qu'il va être relancé un de ces jours quand même. Ouais. Mais a priori il y avait des rumeurs très rapidement là-dessus. Tu sais ce que Obsidian Blood, de ce que j'avais entendu dire. Mais passons. Le truc étant, je pense que, j'espère bien répondre à ta question. Je vais peut-être partir un peu de travers. Je dirais pour l'adaptation, je pense qu'en tant que joueur de jeu de rôle, à l'époque où j'étais débutant, je pense que la question m'était venue déjà. Et je pense qu'on se la pose tous à un moment au début où on commence le jeu de rôle. C'est tiens, on se rend compte qu'il y a tel univers. Je vais dire des bêtises, mais bon, D&D, Warhammer, l'appel de Cthulhu. Et au fur et à mesure, on se rend compte que dans le jeu de rôle, il peut y avoir une infinité d'univers dans lequel on peut jouer. Et forcément, moi à l'époque, je m'étais posé la question, c'est quel univers me plairait? Et effectivement, il y en avait deux. Il y en avait un, c'est le jeu vidéo, c'est Legacy of Kain, et le deuxième, c'était Hokuto no Ken, plus connu comme étant Ken le survivant. Et donc, dans tous les cas, ta réponse à la question qu'est-ce qui motive à adapter un univers? Enfin, justement, je réponds à la question en fait. Qu'est-ce qui motive à adapter un média, je sais pas comment dire, un produit culturel en jeu de rôle? Ta première réponse est de dire l'univers. Quand l'univers est riche et permet. Sébastien, tu aurais la même réponse? Non, pas tout à fait. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est un prérequis, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'explorer cet univers, de s'y promener. Mais ça, c'est ce qui va déclencher le désir.
Après, pour répondre totalement à la question, qu'est-ce qui fait que l'adaptation est possible et qui fait que c'est pertinent? Je crois que surtout, ce qu'il faut avoir, c'est un univers où il y a des rôles différents en fait à proposer. Ouais. On parle d'adaptation en jeu de rôle. Donc il y a un moment donné qui va être dans les tout premiers moments de jeu, notre première relation au jeu. Il va y avoir 2 questions qui sont vraies dans n'importe quel jeu de rôle, mais qui seront d'autant plus vraies dans la question de l'adaptation. C'est qu'est-ce qu'on joue et pourquoi. Qu'est-ce qu'on joue, pourquoi. Et il y a des univers qui sont... Parce que c'est vrai que l'univers ne dit pas après ce qu'on va y faire. Bah non, c'est-à-dire que si je dis si tu joues la Guerre des Étoiles, c'est les... génial, j'aimerais bien jouer dans la Guerre des Étoiles, ouais, effectivement, on peut avoir envie de visiter les planètes de la Guerre des Étoiles, de côtoyer les Jedi, etc. Ça, c'est important. Mais quand on fait un jeu de rôle sur la Guerre des Étoiles, a priori, à la question qu'est-ce qu'on joue et pourquoi, si on répond on joue des membres de la rébellion, on a un jeu qui est très différent que on joue les espions de l'Empire ou on joue des émissaires diplomatiques. Alors voilà, avant de passer la parole à Darky, juste pour résumer ce que tu viens de dire, c'est parce qu'on est dans un épisode garage, auteur, si vous voulez adapter un univers tiré d'un produit culturel divers en jeu de rôle, pensez toujours à qu'est-ce que les joueurs vont y faire. Parce que effectivement, on peut faire une adaptation de l'univers de Saint Seiya et jouer des simples gardes qui n'ont pas d'armure au sanctuaire, par exemple, et faire un très bon jeu sur cette thématique-là. Donc, l'univers, c'est ce que tu dis, Jeff, d'abord nous attire, mais ensuite, c'est ce que tu dis, Sébastien, il faut savoir ce qu'on va y faire et ce qu'on va demander aux joueurs, aux joueurs et aux pères de faire avec leurs personnages ou dans cet univers. Darky, tu voulais m'apprêtais à abonder dans ton sens. Dans le sens de Sébastien. Dans le sens de Sébastien, pardon. Voilà. Les gens ne te voient pas, on n'a pas encore la vidéo. Excuse-moi. Ce qui provoque l'envie, c'est d'explorer l'univers et parfois aussi les rôles. Notre personnage, dans un jeu vidéo, dialogue avec un autre, il y a 4 choix de dialogue et on n'a qu'une envie, c'est d'inventer la 5e, on déborde d'envie. Ou alors, un personnage qu'on voit que en toile de fond ou qui a quelques dialogues, avec qui on interagit à peine. On imagine assez facilement sa vie, on se dit mais lui ça doit être super de l'incarner et effectivement on peut avoir envie d'explorer des rôles, voire même des problématiques que se posent certains personnages dans un film ou dans un jeu vidéo. Alors je sors un peu du cadre, mais je pense que c'est des questions qu'il faut se poser dès qu'on crée un jeu en fait. Il ne faut jamais oublier qu'on crée un jeu de rôle. Donc si on crée un jeu, il y a un but, c'est le pourquoi. Et si on joue des rôles, c'est qui sont ces rôles en fait. Je pense que un univers est adaptable si, par exemple, il y a une pluralité d'espèces qui affirment des différences, où effectivement on va avoir un groupe bigarré, ou s'il y a une variété peut-être de métiers, de fonctions, de rôles à tenir dans le groupe, parce que ça reste quand même un média de coopération. En fait, du coup, tu pourrais citer des exemples, par exemple, comme Star Wars, par exemple, où il y a je pensais, des espèces différentes. Et puis on voit qu'il y a des rôles différents. Enfin, on voit bien que il peut y avoir un contrebandier, un Jedi, la princesse, etc. Ouais. Mais c'est vrai de plein d'autres sagas. Alors après, il y a des fois des univers qui, au premier regard, on voit pas tout de suite la diversité de rôles. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, des jeux de rôle qui seraient tirés d'un univers de figurines, où par définition c'est des médias où c'est des jeux guerriers. Donc quand on regarde les figurines, on a surtout des soldats et puis parfois un magicien ou un artificier. Et là, il faut se poser la question des origines, des espèces et des histoires. Donc là, c'est plutôt le contexte de cet autre média que le média n'aborde pas. Donc par exemple, un jeu de figurines, c'est la guerre, mais ces guerres, elles sont pas arrivées par hasard. Il y a une toile de fond en arrière-plan, et là, il y a matière à trouver des sujets de scénario et d'aventure. Je pense, pour rebondir là-dessus, que dans les univers de wargame qui ont été adaptés en jeu de rôle, c'est un avis personnel, celui où j'ai été assez heureux de tester, de jouer, ça a été 4 Vallons. Je trouvais que l'idée, au moins, l'idée était pas mal. Bon, je sais, effectivement, je viens de citer 4 Vallons, mais au moins, il y a eu une idée pour essayer de conjuguer tout ça. Ce qui n'est pas forcément le cas dans Warhammer, par exemple. Mais bon, ça serait un autre débat. Moi, j'aurais parlé d'une autre adaptation aussi, univers, et c'est le Abîme de Mathieu Gaporit. Tu as travaillé sur ce projet-là ? Alors moi j'ai eu l'occasion de piloter 2 adaptations d'Abîme. Une première il y a très longtemps de ça dans le cadre de la gamme Agon chez Multisim, et puis plus récemment de proposer en fait une série de scénarios avec des pré-tirés dans le cadre de la collection que je dirigeais chez les 12 Singes à l'époque, avant de m'investir davantage chez les 12 Singes. Oui, effectivement, là on a une ville dont on nous dit qu'il y a une diversité d'habitants et où il y a toutes sortes d'intrigues. Mais c'est vrai que quand on lit le roman, on suit quelques personnages, et
dans leurs propos, ils parlent de ces intrigues, mais en n'en évoquant aucune, en fait. On nous dit, attention, il se passe plein de choses. Il y a rien que là, c'est ok, mais quelles sont ces choses? Et là, le jeu de rôle a matière. Ouais, ça rejoint un peu ce que disait Jeff, c'est finalement, est-ce que la première motivation du créateur qui va vouloir adapter, c'est pas quelque part la frustration de se dire, putain, l'univers a l'air extrêmement riche, et là, on me propose de le voir par les seuls yeux. Cinquième, quoi. Voilà, on en a vu qu'un cinquième, j'ai envie de voir plus, et donc c'est la première motivation de se dire, on va compléter l'œuvre originale d'un auteur. C'est sans doute la première motivation, cette notion effectivement de compléter. Mais il faut vraiment... je pense que s'il y a un danger à éviter, c'est de se dire comment je pourrais faire un jeu qui me permettrait de jouer le personnage ou les personnages principaux de l'œuvre d'origine. Voilà. Parce que si c'est juste du mimétisme, en fait, assez rapidement, on va s'ennuyer parce qu'on va découvrir une chose... qu'on perçoit pas forcément bien quand on est fan d'un média. Très bien, qu'on sait pas, on n'a pas tous été séduits par les mêmes personnages. Je vais peut-être penser qu'un personnage est excellent à cause d'un trait de caractère, et quand j'en discute avec mon voisin, il me dit non mais faites pas du tout, c'est juste ridicule quoi. Donc la notion de complémentarité et d'apporter quelque chose, c'est effectivement la possibilité de jouer des personnages qui auraient à notre envie, enfin notre idée, un rôle à y jouer. C'est-à-dire que je pense que si un univers nous donne des idées d'autres personnages à y ajouter, ils y auraient leur place. Et ben là, en fait, a priori, on a un terreau suffisant en fait. Il y a une matière qui va permettre le travail d'adaptation. Donc, autre conseil que tu donnes avant de donner la parole à Jeff, finalement à nos auteurs là qui nous écoutent, c'est surtout ne commettez pas l'erreur de faire une adaptation où on joue le héros du roman ou du jeu vidéo ou que vous voulez adapter. C'est-à-dire que si vous faites une adaptation de Saint Seiya et qu'on y joue Seyar, Shiryu, Yoga, Shun et Phoenix, on va se faire chier. Le mieux, c'est que l'adaptation, elle propose justement la variété que l'œuvre originale ne proposait pas à la base. Je sais pas si on va se faire chier, mais on n'aura pas un jeu de rôle complet, c'est-à-dire je crée qui je veux et j'ai la garantie qu'on va s'amuser. Ouais. Je pense que si on s'attarde aux personnages de départ, peut-être on peut proposer de les jouer à un autre moment, sur un épisode de leur vie ou un moment du récit que le média principal n'explore pas. Mais on voit bien que ce qu'on a adapté, en fait, on a apporté un scénario à l'univers, on n'a pas créé un jeu de rôle. Très bien, je suis d'accord avec toi. Jeff. Pour abonder dans le sens de Seb, ce que je dirais tout simplement, ces personnages-là, que je qualifierais de figures dans ce genre d'univers, il faut les laisser au maître de jeu. Et là, ça prend une dimension qui est vraiment intéressante. Je m'explique. Bon, effectivement, on va vraiment citer du Saint Seiya. Oui, alors pourquoi, juste pour expliquer aux auditeurs, c'est que tous les deux, Jeff, on a fait du Saint Seiya nos premiers jeux de rôle. C'est-à-dire que toi, ton premier jeu, alors je veux dire, en tant que master, c'était Saint Seiya. Non, c'est pas qu'en tant que master, c'est, on va dire Saint Seiya, ça a été la première fois où j'ai pris un univers autre que un univers du commerce, on va dire, ou d'un JDR. C'était un peu ma façon de rentrer dans Ah oui, donc t'as carrément fait le jeu. Je me suis inspiré entre guillemets de ce que j'avais pu trouver sur le net. Moi. Voilà. Et donc on est des adaptateurs. Je me suis dit, c'était il y a 4 ans, grosso modo, où je me suis dit, là, c'est un truc que je voulais faire à la base il y a très longtemps. Ouais. Je me suis dit, allez, maintenant je vais le faire. Et je me suis lancé dedans. Et effectivement, le retour par rapport au personnage de figure, dans ce cas-là, donc pour Saint Seiya, donc Shiryu, Seyar et compagnie, effectivement, de demander aux joueurs d'interpréter ces personnages-là ne sera vraiment pas intéressant. Non. Par contre, la puissance du truc, ça va être de les intégrer dans l'univers et que tu puisses les rencontrer. De les faire rencontrer aux joueurs. Et là, moi je dirais ton boulot au niveau de l'adaptation est vraiment réussi à partir du moment en tant que maître de jeu, tu vas interpréter ce genre de gros personnages et que les autres vont te trouver crédible à le faire. J'ai une petite question naïve. Je suis fan, admettons, de l'univers des Power Rangers. Je dois pas faire jouer aux gens des Power Rangers. Ah si, mais parce que c'est pas les héros. Des persos vides un petit peu. Si, tu peux faire jouer des Power Rangers, mais il faut pas que ces Power Rangers soient les Power Rangers exactement de la série. Il faut pas que tu joues Michael, Judith et je sais pas qui sont les Power Rangers de la série. Non, ils vont porter simplement les coups. Ils vont porter simplement les couleurs. Voilà. C'est ce qu'on appelle un Sentai. Dans Saint Seiya, évidemment que tu vas jouer un mec en armure. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, si tu fais une adaptation des Chevaliers du Zodiac et qu'à aucun moment t'as ton armure, c'est que
c'est que tu joues dans l'univers de Chevalier du Zodiac, mais tu joues pas au Chevalier du Zodiac, tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment, à un moment donné, tu vas avoir ton armure, mais tu vas pas être Seyard, tu vas pas jouer Seyard, et tu vas avoir un pré-tiré Seyard. Quoi. Dans Harry Potter, tu vas jouer des apprentis sorciers, mais tu vas pas jouer Harry, Hermione et Ron. Par Exactement. contre, pour rebondir sur le cas d'Harry Potter, ce qui va être intéressant, c'est si que tu rebondis sur Harry Potter, il va avoir mal, le mec. Ouais. Donc tu m'appelles pas Grid, c'est le principal. Mais ah oui, c'est vrai, putain. Mais non, je dirais pour le cas d'un JDR Harry Potter. Donc toi en tant que joueur, si donc tu vas créer un personnage de toute pièce. Par contre, ça va prendre de l'ampleur à partir du moment où tu vas croiser Harry Potter, tu vas croiser des entre guillemets ce qu'on va appeler des héros, PNJ, des quoi. PNJ, tout simplement. Faut les PNJiser quoi, ces figures. Et sur ce sujet-là, il faut aussi se débarrasser d'une crainte, c'est-à-dire que souvent, moi j'ai entendu en rencontrant d'autres joueurs, on me parlait peut-être souvent du Seigneur des Anneaux. On me dit mais voilà, il y a des adaptations de temps en temps et à chaque fois c'est raté. Et en fait, on ne peut que rater parce qu'en fait, on connaît l'histoire par cœur et on sait que c'est la compagnie de l'anneau qui va réussir. Ouais. Je dis, un univers ne se résume pas à l'histoire principale. Je vais reprendre un autre exemple qui pourrait être une autre adaptation et qui ne serait pas une adaptation d'une œuvre, mais une adaptation de la réalité. C'est-à-dire, si je décide de jouer pendant la Seconde Guerre mondiale, on est bien d'accord qu'on sait bien que l'Axe a perdu et que les Alliés ont gagné, et dans quelles circonstances, avec quelles étapes, ça ne nous empêche pas de proposer des aventures intéressantes, ou de résistance, ou de soldats, ou d'espionnage. Donc, même sur un univers qui paraît extrêmement fort, avec un destin établi et indéboulonnable, il y a des choses à faire dans les coulisses de ce que nous a montré, et ces choses qui sont dans les coulisses de l'œuvre principale, elles ne sont pas forcément moins intéressantes. Alors ça, c'est très important, ce que tu es en train de nous dire là. Moi, je le prends, je le reprends, et je le mets avec mes mots à moi, c'est en gros, tu es en train de dire, c'est pas parce qu'on fait une adaptation que l'histoire doit être déterminée, que le MJ arrive avec son scénar qui est exactement l'histoire du média, enfin de l'œuvre qu'on veut adapter. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que si on veut faire un jeu de rôle, il faut que l'histoire soit dans les mains des personnages principaux que les joueurs vont incarner. Et non pas, ce serait l'erreur, de faire une adaptation qui soit exactement, on revit la même chose. On revient un petit peu à l'idée de Jeff, finalement, qui est que si on joue Seyard, Shiryu et ses copains dans sa Seyard, on perd quelque chose. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que si on fait un jeu de rôle de la Seconde Guerre mondiale, on doit se donner la liberté de faire gagner l'Axe. De faire gagner l'Axe, peut-être. Si on a une intention par rapport à ça, si on veut aussi montrer peut-être certaines choses. Mais... Juste la liberté. Non, c'est pas ça. Faut que ce soit possible. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et si jamais ce n'est pas possible, c'est pas du jeu de rôle. Si, ça peut être le cas, mais il faut avoir une justification, une raison. C'est-à-dire là, on entre dans la discussion du propos. Est-ce que le propos, c'est simplement jouer dans l'univers ? Non, c'est bien jouer ces personnages dans cet univers avec cette orientation-là. Si je reprends l'exemple du Seigneur des Anneaux, ok, on ne sera pas les gens qui ont accompagné l'anneau et qui l'auront jeté dans la montagne. Et alors, ce qui fait que ce récit est possible, c'est parce que dans les coulisses, il y a plein de gens qui ont mené des quêtes héroïques, qui ont connu des moments difficiles, qui ont emporté des victoires, qui ont connu finalement des moments de bravoure, qui ont retardé l'ennemi et qui ont rendu possible l'histoire principale. Et donc ces histoires secondaires, elles n'ont pas moins d'importance. On sera bien dans l'univers et il y aura bien des nains, des hobbits, des elfes, des humains et tous ces peuples, les gens libres qui se battent contre les menaces. Jeff, je reviendrai donc directement sur un petit peu le début du podcast, par le sens de ce que je vois, ce qui se dessine véritablement. L'idée étant quand même de fournir des clés pour des personnes qui veulent s'embarquer dans cette aventure-là. Bien sûr. Pour l'instant, de tout ce que j'entends à la table, ce que j'ai noté, pour l'instant, je vois 3 clés qui apparaissent. 3 points. Donc déjà, c'est un univers qui parle, un univers riche. Là, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Ouais. Deuxième point. Qui propose des archétypes. Voilà, c'est le deuxième point, c'est la diversité de rôles. Ouais. Effectivement. Après, si je puis me permettre, là, il y a encore peut-être matière à débat. On est tout de suite dedans. C'est troisième et quatrième point. Ce serait tout simplement, est-ce qu'il y a suffisamment de matière à scénario dans cet univers ? Parce que l'exemple, encore une fois, de Saint Seiya, si c'est à chaque fois le scénario, faut aller sauver Athéna, je pense qu'au bout d'un certain temps, les joueurs vont être fatigués. C'est clair. Voilà, c'est ce qui est un peu fatigant. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on regarde les adaptations des jeux de rôle de Saint Seiya, elles proposent aussi de jouer des factions différentes, même de celles d'Athéna. De jouer des chevaliers de Poséidon, des chevaliers d'Hadès, donc d'aborder l'univers sous d'autres angles. Voilà. Excuse-moi, Jeff. Et en gros, c'est en train de tomber sur le quatrième point de vue. Donc, je répète vite fait, troisième point de vue, c'est est-ce qu'on va avoir suffisamment de stock de scénarios, de matière à travailler, on va dire. Et le quatrième point, effectivement, c'est sous quel angle on va aborder cet univers.
C'est qu'est-ce qu'on veut faire voir de cet univers. Ça, je renvoie au podcast Garage sur le système. Rappelez-vous, quand vous réfléchissez sur quel angle adapter, pensez qu'est-ce qui va résister au personnage. Si typiquement, vous prenez les Chevaliers Zodiac, ce qui va résister aux personnages, ce sont les adversaires qui soutiennent, qui gardent les fameux piliers qu'il faut abattre pour sauver son dieu. Donc c'est ça qui va résister. Donc le système de combat sera évidemment central dans une adaptation des Chevaliers Zodiac. Si vous explorez l'univers de Galaxy Express 999, qui est un vieux manga dans l'univers d'Albator où on est dans un train et on s'arrête à chaque station. Ce qui va résister, c'est autre chose. C'est les populations qui vivent à chaque station, donc sur chaque planète, et qui vivent des tragédies. Donc là, du coup, le combat sera peut-être moins important, et ce qui sera plus important, c'est la psychologie des personnages qu'on aborde, etc., etc. Donc, évidemment, après, sur les systèmes, le quatrième point que tu abordes ici, Jeff, est central. Parce que c'est ce qui va déterminer le système ensuite de jeu, de résolution, le dispositif, le système donc de jeu et le système de résolution qui vont coder la partie. Je pense qu'on a fait le tour sur l'univers. Sébastien, tu voulais ajouter quelque chose, je crois. Oui, j'ai une chose qu'on n'a pas dit, parce que je crois qu'on est dans le trip de se dire on va adapter un roman, on va adapter un film, on va adapter finalement un autre média. Je pourrais juste dire une chose qui me paraît une évidence, mais je crois que c'est peut-être pas le cas, donc je prends le moment peut-être quitte à enfoncer une porte ouverte. En fait, vous pouvez aussi adapter un jeu de rôle. Il y a des jeux de rôle existants qui ont des partis pris extrêmement forts, qui disent, bah voilà, par exemple, moi je prends un cas très concret, on a adapté chez les 12 singes le roman Vasbourg. On propose de jouer des gardes, donc de la milice, qui assurent la sécurité et font respecter l'ordre dans Vasbourg, tant bien que mal. Le fait qu'il y ait cette mission, c'est bien parce qu'en face, il y a des voleurs, des malandrins et des filous. On pourrait très bien imaginer que des gens réadaptent Vasbourg en optant un autre point de vue. Et ce que je dis pour Vasbourg, que je connais bien, parce que on peut le dire pour n'importe quel jeu. Moi, j'ai vécu une expérience personnelle avec mes amis à une époque où on jouait énormément à la Légende des 5 Anneaux. On a joué la storyline de la première édition jusqu'à la fin de la deuxième. Et on avait joué tellement rapidement et tellement intensément que on était un peu orphelin de scénario. Et le postulat, c'était de se dire, bah, maintenant, on va jouer les adversaires. C'est la même histoire. On a réussi sur notre première campagne. Et ça, c'est le récit en fait qu'on connaît. C'est ce qu'on a en commun. Et maintenant, on va jouer les types qu'on n'a pas rencontrés, ou qu'on a défaits. Et on va s'intéresser à... Et eux, en fait, ils le vivent comment et ils vivent quoi d'autre. Et on a adapté non seulement le jeu de rôle, mais notre propre première campagne. Et le jeu de rôle a cette force-là. Ça me fait penser au jeu vidéo Dungeon Master, où tu joues un... C'est un jeu en fait où tu incarnes le gardien d'un donjon qui est pénétré par des joueurs de AD&D. D'accord. Et donc du coup il nourrit ses trolls pour envoyer sur les héros. Des héros pénètrent votre citadelle. Il y a eu un jeu aussi très connu qui s'appelle Blue Shift, il me semble, qui est un mode d'Half-Life dans lequel tu joues un garde. Voilà, au début tu vois passer Gordon Freeman et c'est un spin-off en fait, le spin-off du jeu. Ce que tu dis là, c'est très important aussi pour autre chose, je trouve, Sébastien. C'est que souvent on dit tous les univers ont déjà été adaptés en jeu de rôle, tout a déjà été adapté. Souvent on dit mais la civilisation précolombienne, il y a déjà un jeu qui existe, c'était au Cali, mais la Grèce antique, il y en a déjà un, etc. Et souvent on se dit ah ben en fait il reste plus rien à faire. Et parfois, on voit des rôlistes qui vont chercher dans les tréfonds de l'histoire pour trouver un endroit qui n'a pas encore été exploré avec le jeu de rôle. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est peu importe finalement le lieu. Ce qui compte, c'est la façon aussi dont on Parce qu'avec des raisonnements comme ça, on pourrait les mener indépendamment du jeu de rôle et on pourrait se dire que, ok, il y a déjà eu un mec qui a fait un roman où c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme. Donc, bon, l'histoire, on la connaît, donc on ne va plus faire de roman où il y a un homme qui tombe amoureux d'une femme. Ouais. Et ça, c'est juste pas possible, en fait. En général, ce qui crée l'attrait et la fascination, et ce qui fait que les choses nous passionnent, c'est, certes, il y a un sujet, donc on est intrigué, intéressé, mais la passion, elle naît parce que la forme qu'on a donnée au sujet a résonné en nous, et c'est là que naît la passion. En fait. Une nouvelle vision. Je dirais que c'est pas tous les univers qui ont été adaptés. Genre, je crois que c'est un problème peut-être de sémantique ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas tous les univers qui ont été adaptés. Je suis d'accord. Je dirais c'est surtout plutôt presque toutes les thématiques qui ont été abordées, on va dire. Ouais. Presque toutes. Je pense qu'on en arrive peut-être maintenant à se dire par rapport au jeu, il faut aborder plusieurs thématiques. Peut-être pas simplement qu'une seule. Je suis totalement d'accord avec toi. Le truc, c'est que je recompte quand même énormément
d'auteurs de jeux, et c'est ça que j'ai envie de leur dire aussi dans ce garage, qui se disent je ne vais pas adapter Saint Seiya parce qu'il y a déjà 3 ou 4 jeux de rôle qui existent sur Saint Seiya, donc je ne vais pas le faire moi-même. Et ça, c'est une connerie, parce que rien ne dit, c'est pas parce que le jeu a déjà été adapté par Romain D'Huissier ou Romaric Briand ou Jeff que qu'il faut pas refaire son Saint Seiya, parce que ça va être une autre manière de l'explorer, il va proposer des choses différentes, le système va être différent, le dispositif mis en place pour animer les joueurs et les personnages autour de la table va être différent. Donc je crois vraiment qu'il faut pas s'arrêter à ça a déjà été fait. Ça, c'est un conseil, je trouve, pour les garages qui est très pertinent. Et j'aime bien ce que dit Sébastien, parce qu'il va encore plus loin. Il dit même les jeux de rôle et les univers de jeux de rôle eux-mêmes sont adaptables. C'est-à-dire que dans la boîte, vous pouvez retrouver une autre boîte, ouvrir une autre boîte, etc., etc. C'est fou, quoi. C'est aucune limite. Toujours sur vu qu'on donc un pseudo plan, on va dire. Donc là, on est toujours sur quel angle aborder sur l'univers. Oui. Je pense aussi qu'il y a un truc qui séduit énormément de personnes. Moi, ça m'avait séduit à l'époque, mais je pense que ça séduit du monde. C'est le côté what if aussi. C'est-à-dire, partons sur un autre point de vue total. Un exemple que je citerai, c'est un certain Midnight, par exemple. Où ils avaient fait assez. Je trouvais que l'idée était vraiment très forte. Moi, je sais pas ce que c'est. Midnight, en gros, c'est un jeu de rôle qui. C'est un monde qui se base. Et si Sauron avait gagné. Et si Sauron avait gagné. Une uchronie de. C'est une uchronie. Attends, c'est un jeu qui propose toujours de faire en fait, c'est un jeu d'heroic fantasy avec des elfes et des nains, et où le postulat, en fait, c'est qu'il y a eu une grande menace incarnée par un c'est vraiment très fort, et en fait, il a gagné. D'accord. Donc, quand le jeu commence, on joue des peuples asservis. Excuse-moi. La résistance. Grosso modo. Donc c'est uniquement dans l'univers de Tolkien. C'est pas un jeu qui propose de faire plein de à la manière de, parce que ça reste un univers donjon, donc c'est à la manière de. Ça se revendique pas. On n'est pas dans les terres du milieu. Mais surtout, je crois qu'ils avaient pas réussi à choper les droits, donc ils ont transformé les noms. Mais bon, grosso modo, on comprend que c'est ça, quoi. Et ça, c'est une question importante, c'est-à-dire que adapter pour soi et ses amis, et aussi adapter dans la perspective d'accoucher d'un jeu, c'est-à-dire aussi également un produit, ça doit d'arriver à le proposer. Il faut pas être freiné par ça, parce que dans les faits. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont des créateurs aujourd'hui, notamment sur des licences récentes, sur les univers modernes, où au départ les mecs c'est des rôlistes en fait, et ils vont pas forcément demander des 1000 et des 100, et ils vont pas forcément partir d'un postulat qui sera de dire non. Alors il y a une exception, c'est sur Harry Potter où la réponse, on le sait, ce sera non. J.K. Rowling ne veut pas. Elle pense que le jeu de rôle est dangereux, donc a priori ce sera non. Mais il y a des tas d'univers où c'est possible, et j'en veux pour preuve qu'il y a des adaptations de la Guerre des Étoiles, alors qu'a priori, c'est sans doute la licence la plus chère aujourd'hui. Donc c'est important aussi de ne pas s'arrêter en se disant la licence appartient déjà à quelqu'un, donc je ne peux pas créer dessus, parce que les auteurs, c'est ce que tu nous dis, sont parfois des rôlistes et comprennent parfaitement qu'on puisse faire des jeux de rôle de ces choses et sont prêts à faire un geste. Récemment, il y a le fameux jeu Cobra, qui a fait parler de lui il y a quelques mois. Par Game Fever, ouais. Voilà, donc c'est la preuve qu'on peut démarcher des grands mangaka ou des grandes boîtes d'édition japonaises, par exemple, pour adapter du manga, mais pas uniquement, effectivement, des romans aussi. Ah oui, puis démarcher, je crois qu'il faut aussi dépassionner ça, je peux en parler pour avoir mené cette démarche fréquemment. Il faut juste demander la permission et aborder les gens très gentiment en disant voilà, j'adore un média ludique qui est le jeu de rôle, peut-être expliquer que les gens ne connaissent pas, ça peut aussi arriver malgré tout, et expliquer ce que c'est, et demander, la permission, et et vous voudriez quoi si ça se fait. Et avec ces simples informations-là, sans qu'il y ait forcément un jeu très fini, très petit, ça peut aussi donner de l'élan, et ça peut donner du courage, et c'est déjà pas mal en fait. Et aussi de la communication, parce qu'indirectement, ton jeu, si l'auteur lui-même de l'œuvre que tu adaptes est d'accord, il va en parler autour de lui, il va utiliser ses moyens de communication à lui pour en parler. Imaginez qu'un jour, il y a un jeu de rôle des Chevaliers Zodiac français qui sorte, c'est possible, et que Kurumada au Japon en fasse le plébiscite, et etc. C'est possible. Je me souviens très très bien que par exemple à Toei, au moment où Hades n'allait pas sortir en dessin animé au Japon parce que ça ne marchait plus, avait constaté sur les cartoonistes de l'époque qu'il y avait des Français, notamment, comment il s'appelle ce Français qui dessine du Saint Seiya, son nom m'échappe, qui avait fait un trailer, un fan art en fait, un trailer de Hades,
quand les Japonais ont vu ça, ils ont fait putain, il y a un vrai engouement autour de cet univers, on le fait. Et du coup, ils l'ont fait suite à ça. Donc ça veut dire que vous-même, en tant que rôliste, adapter un jeu de rôle, ça peut être motivant en fait en face. Vous savez pas du tout comment ça va réagir en face. Donc faut pas hésiter à le faire en se disant de toute façon, j'aurai jamais les droits, etc. C'est possible. C'est un peu pour ça que moi cette thématique-là me plaît énormément, parce que il y a un côté, j'ai envie de dire, ne vous fermez pas les portes, quoi. Si Exactement. quelque chose vous plaît, faites-le, prenez-le. C'est ça qui m'a vraiment plu. Moi, à partir du moment où j'avais quand même quelques années de JDR dans les pattes quand je me suis mis à la maîtrise de Saint Seiya, donc Athena Innocent, je remercierai rapidement la version que j'ai utilisée, c'est la version de Raid avec donc RE 2D qui est sur le forum communautaire jeu de rôle. Et du coup, c'est là que j'ai eu vraiment des idées. Pareil quand j'ai vu la version de Romain Duissier à l'époque. Et là, je me suis dit bon, je vais me lancer dans mon idée, je vais voir ce que ça donne. Ouais. Et j'ai eu un sentiment de liberté. C'est peut-être tout bête, mais le sentiment de liberté de faire ce que je voulais, et en plus d'utiliser l'univers qui me plaisait. Tu es retourné aux sources du jeu de rôle en fait. Quelque part. Quand on t'entend là, c'est non mais tout devient possible. Voilà, c'est ça. Exactement. Tu te dis que finalement non, on se met inconsciemment des barrières, et en témoignant là-dessus, hein, c'est ça que j'ai envie de dire aux auditeurs, ne vous limitez pas, faites-vous plaisir. Moi, c'était le petit cri que je voulais faire. Est-ce que Sébastien, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je disais peut-être qu'on passe à comment on fait pour Alors oui, voilà, exactement, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter là-dessus, ou on peut passer au vif du sujet? Je pense que déjà, moi, les 4 points qu'on a cernés... Moi, il y a un dernier truc. Alors, sont déjà pas mal, mais bon. Alors moi, je voudrais faire l'avocat du diable, juste avant de rentrer progressivement dans comment on fait. Je trouve ça quand même un peu dommage... que le jeu de rôle, une adaptation c'est bien, mais créez vos propres univers aussi. C'est-à-dire que le jeu de rôle ne doit pas uniquement servir à adapter des univers entre guillemets déterminés, comme le cinéma ou le roman, enfin des histoires déterminées en espace de liberté. Je veux dire, le jeu de rôle doit aussi servir ses propres propos. C'est-à-dire que c'est bien de prendre des univers et des histoires déterminées, d'en faire des choses libres et tout, mais faut pas oublier aussi que voilà, c'est juste l'adaptation n'est pas non plus, parce que quand tu dis, pourquoi je dis ça, c'est parce que quand tout à l'heure Sébastien tu disais t'es revenu non, mais il y a une différence entre ce qui m'anime et les efforts que je suis amené à faire en tant que créateur. Et après, ce que les gens ressentent quand ils pratiquent en contact de ma création. Oui. Et je pense que là, tout ce que tu disais, c'est que tu es passé de l'un à l'autre, en fait. Il y a le côté, clairement, voilà, on va adapter, il y a les efforts, etc. On crée un propos, une proposition, une offre. Et ensuite, en étant immergé via ce média nouveau, qui est ce nouveau jeu de rôle d'adaptation, et oui, on retrouve ce plaisir qui nous a tous fait jouer au jeu de rôle et qui fait que les années passent et on joue encore. Et à la maison de retraite, on continuera à jouer. Ah, mais clairement, je pense. Donc, allez, papy Romaric, tire les dés. On aura une retraite d'enfer. Ouais, c'est clair. Moi, je pense. On pense déjà à notre retraite, nous les rôlistes. C'est ça qui est bien. Sébastien, tu voulais rentrer dans le vif du sujet. Je suis assez d'accord. Alors, par où on commence? Est-ce qu'on commence plutôt? Je pense qu'il faut d'abord parler du ce que tu appelles le dispositif, ce que nous ici à la cellule on appelle le système de jeu. Oui, c'est alors, quel système pour une adaptation? Je pense que déjà, avant même de se poser la question du système, il y a une étape préliminaire, c'est de se demander ce qu'on veut faire et ne pas faire seulement se le demander au sens y réfléchir. C'est-à-dire que je pense que même quand on est dans une phase de définition, il faut écrire et il faut tenir comme un journal de bord en fait. Il ne faut pas hésiter à se dire tiens, on est telle date et moi aujourd'hui quand je pense à ça, ce que j'aimerais c'est qu'on puisse faire ça. Et puis le lendemain, on est telle autre date et j'aimerais aussi qu'on puisse faire ça. Et d'avoir un peu ce journal de bord des idées qui viennent. Ouais. Et surtout, je pense que c'est intéressant, comme c'est une adaptation et qu'il y a un prérequis et qu'il n'est pas forcément partagé en fait, en premier ressenti, c'est aussi de demander dans son entourage, y compris des gens qui ne connaissent pas ou pas bien, qu'est-ce qui leur vient à eux. Et après de faire un premier tri et de formaliser une note d'intention, c'est de se dire, voilà, in fine, j'aimerais qu'on ressente ça quand on joue. C'est pas seulement, je vais jouer dans l'univers et il y aura ces rôles-là, mais en fait, on va jouer à quoi? Et sinon, c'est d'avoir une démarche qui est game designer, qui est de se dire, ok, mais c'est quelle sensation que je veux te donner? Si je veux faire un jeu d'infiltration et que je l'écris, je sais que c'est mon intention de commandement, c'est par là que je vais. Il y a plein de choix qui vont en découler naturellement. Absolument. Alors que si je fais un jeu de nomades qui passent leur temps à aller très vite d'un point à un autre parce qu'ils sont animés par des logiques de razzia, c'est bien évident qu'on ne se pose pas les mêmes questions, on ne va pas définir les mêmes paramètres de jeu, on ne va pas créer les mêmes équilibres si le propos est l'infiltration.
Donc il faut formaliser ça. Et une fois que c'est formalisé, il faut le mettre dans un coin et il faut toujours y revenir. Parce que quand on crée un jeu de rôle, il y a toujours la tentation de se dire, ok, un bon jeu de rôle, c'est, et là on entre dans des poncifs. Alors il faut des caracs et il y aura nécessairement la force. Ouais. Et donc dans un bon jeu de rôle, il y a nécessairement des compétences et donc il y aura forcément perception ou vigilance. Ok, alors en fait, non, ce n'est pas ça. C'est pas vrai. On peut, si je l'ai pas invité pour rien. Hein. Si j'adapte une œuvre où jamais dans l'œuvre il y a des problématiques de se dire attention, qu'est-ce que j'entends, par où je vais, où sont les méchants, il n'y a pas de raison en fait que ces problématiques-là arrivent dans le jeu. Donc il faut pas hésiter à ça, se dire je vais dans cette direction, il faut le formaliser et s'y tenir. Alors ça c'est très bon, c'est-à-dire que d'abord, avant même de rentrer dans le système, le journal de bord, ça c'est vraiment bien, avec qu'est-ce qu'on veut y faire dans cet univers, et c'est ça qui va déterminer la suite. Alors, dans les adaptations qu'on a un petit peu autour de la table, toi, par exemple, on va commencer par Jeff. Quand tu as adapté ton premier Saint Seiya, qu'est-ce que tu voulais que les joueurs y fassent et comment tu t'y es pris? T'as fait le journal de bord, comme disait Sébastien, ou t'as fait autre chose? Oui, c'est pas venu dès le départ, c'est venu au fur et à mesure. Je dirais tout simplement sur l'idée de faire du Saint Seiya, c'est effectivement, j'étais tombé sur quelques livres de JDR-A sur Saint Seiya. Ouais. Et bon, c'est là que j'avais ma petite larme à l'œil à me dire, bon, c'est vrai que j'adore cet univers-là, mais est-ce que ça peut être un jeu de rôle viable ? Et c'est après, plus tard, en lisant certaines choses sur l'univers, où je suis parti directement sur le postulat d'un what if. Directement, et c'est là que je me suis axé là-dessus. Je retrouve ce que dit Sébastien là-dessus, c'est-à-dire j'ai gardé le cap. C'est-à-dire que j'ai pris ce what if. J'espère que ça parlera aux auditeurs. C'est en gros, qu'est-ce qui se passerait si entre guillemets c'était le chevalier du Sagittaire, donc Aioros, qui était devenu le grand pop. Et du coup, ça annule tout l'effet de la série. Voilà. Bon, je vais pas rentrer plus dans le débat, mais je suis resté là-dessus. Et au fur et à mesure, j'ai reconstruit, j'ai rajouté des choses. Je me suis posé la question. On voit bien déjà la démarche de Jeff, elle est différente. La démarche de Jeff, si on l'écoute, moi je trouve, en tout cas, ta démarche, elle est explorative. C'est-à-dire que c'est une démarche... Toi, ce que tu voulais, c'était de continuer à explorer le canon esthétique de Saint Seiya et l'univers de Saint Seiya. Oui et non. Parce que le canon esthétique, je l'ai carrément. C'est déjà un exemple, tu vois. C'est déjà un cas particulier par rapport à ce que disait Sébastien. C'est-à-dire que Sébastien il dit en général, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Et toi, Jeff, on voit bien, mais c'est pas un reproche parce que c'est justement ce que je te demandais d'exposer. C'est que on voit que là, c'est un cas particulier. Lui, il dit, moi, ce que j'ai envie d'explorer, c'est l'univers, les briques, en fait. J'ai envie de bricoler dans l'univers de Saint Seiya, de voir ce qui se serait passé si s'était passé telle chose, etc. Et en fait, je l'ai fait. Attention, je l'ai fait aussi pour pouvoir qu'entre guillemets, il y ait une place pour les joueurs. Voilà. Parce que moi, ce que j'ai listé quand Sébastien parle du journal de bord, j'ai surtout listé des points négatifs. Des points critiquables. Clairement, je le savais très bien. Donc moi, c'était dans le cadre d'une association. Clairement, quand je me suis pointé, j'ai dit bon les gars, je vous préviens, j'ai fait une petite réunion. J'aimerais bien maîtriser Saint Seiya. Je savais très bien qu'ils allaient se dire ça y est, il est tombé sur la tête. Et effectivement, il y en a plein qui vont regarder. Non mais ça va bien, Jeff. Et du coup, il a fallu que j'expose ça. Donc je m'étais déjà fait un espèce de journal de bord en disant ok, je sais qu'on va me donner tel argument et autres. D'accord. Donc j'avais préparé le truc pour rendre entre guillemets le jeu attrayant, le propos la promesse comme tu le dis de temps en temps, pour que la promesse soit déjà belle dès le départ. Alors moi, j'ai une petite critique à faire. Est-ce que ton jeu était jouable par des gens qui ne connaissaient pas Saint Seiya ? J'ai l'impression que c'était plus une nostalgie. Tu vois, j'ai envie de rester dans cet univers, je vais tout faire pour pouvoir y jouer encore. Alors, on appelle ça une célébration. C'est une célébration de l'univers de Saint Seiya. Ouais. Oui, au départ c'est une célébration parce que dans ma petite aventure, les deux premières personnes qui sont dit bon allez vas-y on y va, c'était deux fans de Saint Seiya. Voilà. D'accord. Mais il y a autre chose, c'est que l'univers de Saint Seiya est un univers qui est déjà célébrant. En fait, tu vénères les héros. C'est un univers où tu es dans la célébration du héros. Tu es toujours en train de te mesurer, à te dire mais qui c'est le plus fort entre Shaka et Saga, qui c'est le plus fort, etc. Parce que en plus, tu es investi dans le truc parce que c'est ton signe astrologique. Tu vois. Donc en plus, il y a un côté personnel. Non, c'est mon chevalier d'or le plus fort. Attends, c'est mon signe. Rome, si je puis me permettre, je sens que ça. On va faire un ADN sur Saint Seiya un jour. Non, mais là, il n'y a pas besoin. On est déjà en train d'en parler à fond. Non, mais là où je veux en venir, c'est que effectivement, je suis d'accord avec Darky. C'est-à-dire que toi, tu vois l'adaptation
tu l'as analysé, Jeff, sous l'angle de la célébration d'un canon esthétique, qui est bien particulier, qui est celui de Saint Seiya. Oui. Et ben moi, par exemple, quand j'ai adapté Saint Seiya, je suis pas parti là-dedans. Moi, je suis parti dans l'idée, et c'est pour ça donne un excellent, je trouve, exemple à ce que disait Sébastien. Moi, je suis parti dans l'idée que ce qui était intéressant, c'était les points de vue philosophiques de chaque école, de chaque dieu sur le monde. Je suis parti dans l'idée que ce qui était intéressant dans Saint Seiya, c'était de faire en sorte qu'on ait à la table un chevalier de Poséidon avec sa vision du monde, un chevalier d'Athéna avec sa vision du monde, un chevalier d'Hadès avec sa vision du monde. On leur demande de traiter un cas, de juger quelqu'un, de juger un chevalier, et chacun, parce qu'il est d'une école différente et qu'il a une mentalité différente, typiquement, Poséidon, c'est le plus fort qui l'emporte. La force brute, les humains sont des bêtes, il faut les dresser. Voilà, l'idée de Poséidon, c'est très spartiate, etc. Athéna, c'est les hommes sont naturellement bons, il faut les protéger d'eux-mêmes, les préserver, etc., de la colère des dieux. Hadès, ça va être, il faut la peur et la menace pour le bien, parce que on n'a pas peur de l'enfer, on n'a pas de bien. Et tu vois, tous ces points de vue vont s'affronter sur un casus belli qui est, par exemple, tiens, il y a un chevalier qui a été assassiné. Oui, mais comment on juge le chevalier qui l'a assassiné en fonction des actes et ce pourquoi il l'a fait. Et du coup, moi, j'ai fait du Dogs in the Saint Seiya, si j'ose dire. C'est-à-dire que les gens... les chevaliers étaient amenés à juger des cas particuliers. Donc tu vois déjà les deux analyses différentes. Au fond, est-ce que tu n'as pas fait le même procédé que Jeff, à savoir, c'est ça que toi tu aimes dans Saint Seiya, les problématiques, Jeff aime dans Saint Seiya l'univers, et vous avez tous les deux voulu continuer à jouer avec vos jouets alors que la série était terminée? Alors je suis absolument d'accord. Ils n'ont pas célébré la même chose en fait. Voilà, exactement. On est dans la célébration tous les deux, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que lui, ce qu'il célébrait, c'était l'univers et l'histoire au sens avec un grand H, tu vois. Qu'est-ce qui se serait passé si telle chose? Alors que moi, ce que je célébrais, c'était les points de vue des dieux sur les humains, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça. Mais voilà, ça prouve que quand même, tu as deux adaptations d'un jeu, on n'y fait pas du tout les mêmes choses. C'est dingue, quoi. Et je pense que, j'espère que ce n'est pas un point de vue arrogant, je pense que dans les deux cas, des joueurs peuvent vraiment s'y amuser. Oui, c'est sûr. C'est pas du tout un point de vue arrogant. Dans mon exemple de Looper, là, soit tu fais, t'extrais un système qui va un peu reprendre les grandes personnalités du film et tu as envie que tes joueurs soient confrontés à ça, reprennent un peu le goût du film, des nostalgies des personnages, des grandes figures qui ont marqué l'histoire, ou soit t'extrais la problématique du voyage dans le temps qui implique la fatalité, se retrouver avec, tu vois, t'extrais un peu la substance et tu pètes tes personnages dans cet univers pour les confronter aux problématiques que tu as aimées du film. Clairement. Alors, il y a moyen aussi d'ouvrir, parce que là on parle d'adapter une œuvre, mais on pourrait aussi parler d'adapter un genre, parce qu'il y a des œuvres des fois tout à fait. Où ce qui nous intéresse, c'est pas tant ce qu'elle raconte et où ça se passe, que le fait qu'elle détourne les codes d'un genre. Et c'est vrai que ça c'est aussi une question à se poser, c'est que on peut très bien avoir des créateurs de jeux en herbe ou même confirmés, mais qui cherchent une nouvelle matière à explorer et qui se disent j'aime bien un tel film ou j'aime bien un tel bouquin, mais c'est vrai que il y a pas vraiment un univers où ça tient vraiment beaucoup aux personnages et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Le remettre en perspective dans sa famille, dans le genre. Ça peut permettre aussi des fois d'accoucher un jeu qui serait une adaptation, pas forcément d'un seul sujet, mais d'une catégorie, et d'arriver à quelque chose de profondément original en fait. J'ai un exemple en tête moi personnellement. Jeff. Mississippi. Bah oui, ouais, trop bon exemple. Donc, ce qui est intéressant dans la conversation qu'on a eue, c'est que ça donne des exemples justement de ces différents angles d'attaque. Même univers, même adaptation, enfin même univers originel, mais deux adaptations et deux angles de vue différents. Bon. Après, le problème, c'est qu'à l'époque, moi, personnellement, en tant que créateur de jeu, je ne connaissais que Vampire la Mascarade. Et donc, j'ai fait la connerie que tu as annoncée tout à l'heure, Sébastien. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur du jeu Saint Seiya, figure-toi que j'ai repris le système storyteller de Vampire. Et on a fait du Saint Seiya avec le système de Vampire. Donc voilà, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Après, il y a il faut bien commencer quelque part en fait. C'est que je pense qu'après, quand tu te lances une adaptation, t'appuyer sur un système existant et pas forcément une mauvaise idée. Oui, après, peut-être qu'il faut une méthode pour s'en dégager. C'est-à-dire que je pense que non, mais c'est vraiment un conseil à donner. Je pense que parce que quand on est dans l'adaptation, et même quand on est dans la création, on n'aborde pas forcément la matière, le sujet de la même manière. Il y a des gens qui l'abordent de manière esthétique, c'est-à-dire qu'ils vont ressentir le besoin d'écrire des descriptions
ou de produire une documentation, ou peut-être d'écrire des dialogues, de discours, pour faire parler des personnages qui sont restés en second plan, pour leur donner vie, parce que c'est ça qui les intéresse. Il y a des gens qui vont être dans l'analyse fonctionnelle, donc ils vont tout de suite être dans le système de jeu. Il y a des gens qui vont être dans l'expérience ludique, c'est-à-dire vécue, et qui vont commencer par la feuille de personnage. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Ce qu'il y a, c'est que selon l'angle qu'on prend pour commencer, on va forcément typer. Oui, donc commencer par un système existant, ça peut être une bonne idée. Et après, je pense que ce qu'il faut faire, et je sais pas si c'est ce que tu as fait, c'est se demander. Non mais c'est parce que tu l'as pas fait que ça peut être un bon. J'étais un mauvais créateur de. Il faut bien commencer. Non mais. Après, peut-être que je suis toujours. C'est ça. L'utilisation du passé un petit peu présomptueuse. Ce qui est curieux dans ta réponse, c'est que tu as l'air de considérer que c'est fini, alors qu'on sait qu'un jeu c'est vivant et ça grandit. C'est-à-dire que tu pourrais toujours retourner à ta création et te dire, ok, en fait, j'en suis qu'au début et il reste encore du boulot et qu'est-ce que je change. Donc, je renomme les caractéristiques, je renomme les compétences. Peut-être je les organise dans des familles différentes. Peut-être que les vertus elles disparaissent au profit d'autres critères, mais qui vont avoir le même rôle, c'est-à-dire une influence et des contraintes sur la motivation. Peut-être que ce qu'il faut garder, c'est une jauge qui remplit, qui se vide, mais pour signifier quoi, et donc signifier quel est l'enjeu. C'est-à-dire que si on parle de l'appel de Cthulhu sur la santé mentale, en fait, on parle pas de l'appel de Cthulhu. Si on parle de vampire sur la jauge de sang, en fait, on parle pas de vampire. Donc, il faut aussi trouver ce petit élément qui va être central et qui va donner du sens, en fait, à son propos. Non, ça. Puis je pense pas que, a priori, tu as utilisé le système du storytelling pour Saint Seiya, mais on a rajouté une règle. On avait rajouté alors exactement le système storytelling, un peu de choses près, des compétences et des petits ronds à cocher, etc. D'accord. Mais on avait rajouté une règle. C'est un bonus permanent sur tous les jets, en fonction d'une jauge qui s'appelait le Cosmos, qui allait de 1 à 7. À 7, tu avais le 7e sens, c'était le maximum. Et en fait, les joueurs autour de la table et le meneur jugeaient le niveau de Cosmos en fonction des speeches. C'est-à-dire que les joueurs devaient faire des speeches pour se concentrer, pour concentrer le cosmos. Et plus le speech était en accord avec les principes de son école, de son dieu, plus il gagnait des points de cosmos. Et en fait, cette simple règle, c'était la règle centrale du jeu, en fait. On jouait qu'avec ça, finalement, quoi. Le but, c'était d'atteindre le 7e sens en se faisant le speech. Donc, tu vois, bon, finalement, le jeu se tenait parce que tu avais quand même cette jauge de cosmos qui. Mais bon, au final. C'était pas bon, quoi. Mais alors, juste, si on est dans l'adaptation d'un genre, des fois aussi, c'est pas forcément d'un jeu fini dont on accouche, mais d'un méta-jeu ou d'un dispositif qui permet aux gens de se l'approprier. Moi, je pense qu'une expérience qu'on vit en ce moment chez les 12 singes, Romain Duissier et Laurent Devernay nous disent, nous, on va adapter la série Hexagone, on va faire un jeu de super-héros. On dit, ok, mais alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Les héros de la série? Oui, on pourra. Je dis, ok, c'est bien, donc on pourra, c'est sans doute bien pour les fans, mais il faudrait aussi qu'on puisse jouer autre chose. Oui, on y a pensé. Ok, j'ai dit, mais comment vous faites? Vous allez faire des listes de pouvoirs interminables, les gens vont choisir. Et là, Romain Duissier, qui n'avait pas son coup d'essai, dit, non, on va faire un jeu où le cœur du système, c'est, on explique aux gens comment on crée un pouvoir de super-héros et comment on leur donne des garanties pour que ça soit équilibré. C'est génial. C'est un truc de dingue, ça. Et franchement, quand on en parle au départ, je me dis, mais hyper sceptique. Et en fait, au cœur du système de jeu, à côté du système de résolution qui est pour savoir si on réussit l'action, ça marche comme ça, il y a un chapitre qui dit les pouvoirs de super-héros, non pas quels sont ces pouvoirs, ou c'est quoi un super-héros, mais en fait, comment on définit un pouvoir de super-héros, comment il devient crédible, quel sens ça donne qu'il est des fois un limitant ou une contrainte, et avec une idée très simple, et ils arrivent à formaliser un principe qui est de se dire, en fait, un pouvoir, c'est un effet qu'en général, on rend pas possible. Parce que dans le jeu de rôle, on définit des possibilités. On dit, tiens, il y a une compétence et elle permet d'interagir avec ce domaine du savoir ou ce domaine des actions. On définit une caractéristique et elle détermine en fait un référent par rapport à un certain nombre de problématiques. Mais le pouvoir, en fait, c'est pas ça. Le pouvoir, c'est un effet. Et un effet, c'est des fois extrêmement limité, y compris à un contexte ou à une cible. Donc c'est un effet d'attaque, c'est un effet de défense, c'est un effet de soutien, mais c'est extrêmement défini, c'est précis. Et alors je dis, mais ok, mais est-ce qu'on va pas être enfermé? Il me dit, mais si. Mais après, c'est là que le jeu commence, parce que j'ai des pouvoirs, ils sont finis, mais c'est l'interaction. C'est-à-dire, quand je dis, mon pouvoir, c'est, je peux faire gicler une toile d'araignée, si je le dis comme ça, le pouvoir paraît idiot. Mais si je me mets à jouer avec, effectivement, avec la toile d'araignée, je te ligote, et la toile d'araignée, je me suspends au plafond, avec la toile d'araignée, je saute au-dessus de la rue. C'est presque du craft, en fait. Tu crées, toi-même, tu craftes l'univers, en fait. C'est ça. Comme dans Minecraft, tu prends les blocs et tu les crées toi-même. Et finalement, avec ce principe-là,
ce qu'on a, c'est non seulement on est en capacité de définir son super-héros dans Hexagone, mais en plus, dans l'univers d'Hexagone, on voit bien aussi que les gens qui n'ont pas de super-pouvoir, ils ont la même fascination que nous vis-à-vis de ceux qui ont des super-pouvoirs. Parce qu'ils cherchent à comprendre, mais qui sont-ils vraiment? Et puis, avec un principe comme ça, on en découle aussi, mais alors, qu'est-ce qu'on peut inventer pour contrecarrer les pouvoirs? Génial. Ouais, ça a l'air vraiment bien. Le truc, c'est que ce que tu dis là, moi, ça me rappelle un point fondamental, mais vraiment énorme à dire dans ce garage quand on fait une adaptation. Le principe d'une adaptation, ce n'est pas que le meneur adapte quelque chose, c'est-à-dire que l'adaptation ne doit pas être celle du meneur, mais l'adaptation, c'est donner aux joueurs les armes pour adapter eux-mêmes l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, le système de ton jeu doit être là pour permettre aux joueurs d'adapter l'univers par eux-mêmes. Mais ça reste leur jeu, en fait. Souvent, pardon ? Ça reste leur jeu. Ça reste leur jeu. L'auteur, il a créé, c'est ça. Il a sa création. C'est ça. Et après, il y a le jeu. C'est-à-dire ça. Il y a le texte de pièce de théâtre et il y a la mise en scène. Donc ça, c'est un message super important à passer aux auditeurs qui voudraient adapter un jeu. N'oubliez jamais que, en tant qu'auteur du jeu, ce n'est pas à vous d'adapter l'univers. C'est à vous de créer des règles qui permettront aux joueurs d'adapter l'univers, par exemple, de Saint Seiya, de Naruto ou je ne sais quoi, mais d'adapter cet univers dans le sens que votre système implique et dans le sens que votre système propose. Et c'est ça. Par exemple, là, ici, Romain, en laissant les pouvoirs libres, qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle est la signification? Quel propos ça a par rapport à l'adaptation d'Hexagone? Tu pourrais nous en parler un petit peu ou... On a un peu abordé la question, mais n'est pas rentré trop dans les détails. Moi, ce qui m'est apparu en lisant son manuscrit, et puis en... Moi, c'est pas la toute-puissance de l'imagination, de la création de la développement. C'est ça. C'est d'affirmer le fait que le terreau des super-héros, c'est le terreau de la création de l'imaginaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'invente un super-héros, en fait, je crée un monde. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, dès qu'on a fait les essais de création de personnages, on voyait bien que, en fait, chaque table était un microcosme, en fait. Voilà. Et oui, c'est la superpuissance du super-héros n'existe que si ce super-héros est libre. Si tu as un super-héros dont les pouvoirs sont déterminés, comme dans Vampire où tu as une liste de pouvoirs, tu as moins une sensation de puissance parce que c'est pas toi qui es à l'origine de ta propre puissance, tu vois. Alors donc, après, il y a un propos. C'est aussi des partis pris qui permettent d'autres choses. C'est-à-dire que quand, genre là, je peux parler en tant qu'éditeur, c'est-à-dire que quand on décide de publier un jeu comme Vampire, où effectivement il y a des listes de pouvoirs finies, en fait, ce qu'on a en tête, c'est qu'il y aura d'autres pouvoirs et qu'on va pouvoir les vendre. Faut pas se tromper aussi. Donc c'est aussi des démarches. C'est-à-dire que je pense que quand on se lance dans une création d'adaptation, il faut aussi se poser cette question-là, notamment si on a envie de proposer un manuscrit à un éditeur ou si on a envie de le proposer directement à la vente, ce qui est aussi possible aujourd'hui. Et là aussi, en tant que joueur, il faut aussi être critique par rapport à ça. Ça peut être aussi un bon critère d'analyse. J'ai hâte de tester ce jeu, moi. Quand je me rappelle toutes les discussions dans les cours de récré, tu préfères voler 3 heures ou lire dans les esprits oui, tu vois, on a quitté la cour de récré, on continue de se poser des questions. Donc voilà, ça c'est important aussi pour le créateur de l'adaptation de se dire attention, je ne suis pas le seul adaptateur du roman. Mon but en tant qu'auteur de jeu de rôle, c'est de faire en sorte que toute la table le soit. Et ça change pas mal la démarche aussi, moi je trouve. C'est-à-dire que c'est pas mon adaptation de Saint Seiya, ça va être celle de la table avec mon système et avec mes propositions, avec les propositions que mon système induit un petit peu par en dessous, en contrebande. Oui, ça bien dire en contrebande. C'est aussi quelque chose auquel je crois, c'est que je pense que ce que l'auteur porte, et c'est ce qu'on va dire là est vrai pour l'adaptation, mais c'est vrai aussi pour toute chose, c'est le jeu de rôle, il commence à partir du moment où il devient vivant. Donc, quand je suis créateur de jeux de rôle, en fait, j'ai publié un manuscrit qui a des qualités, des valeurs, mais c'est surtout en fait des notices et un guide. C'est une proposition, et c'est une proposition qui réussit, non pas quand il rencontre un public nombreux, mais quand le public qu'il a rencontré se sent capable de créer à son tour. Et donc, effectivement, chercher à tout codifier et à tout encadrer, c'est pas forcément la bonne démarche. Il faut mieux se demander si effectivement on a traduit d'un point de vue fonctionnel parce qu'on a dessiné sur la feuille de personnage, par les mots qu'on a choisis, qui sont inscrits sur la feuille de personnage. Et j'insiste là-dessus parce que dans toute création de jeu de rôle, il y a une chose où il faut être très très clair. Si quelque chose n'est pas inscrit sur la feuille de personnage, elle n'existe pas. En fait. Donc voilà, ça commence comme ça. Il faut que le jeu proposé permette à d'autres
de créer des histoires et des personnages. Alors ceci dit, dans les conseils que tu donnes, donc tu parles de propos, tu parles d'adapter, etc. Mais quel angle d'attaque tu proposes? Alors tu parles de la fiche de personnage. Moi par exemple, c'est marrant que tu dises ça parce que la première chose que je fais lorsque je fais une adaptation, je pense d'abord à la fiche de personnage justement. Et je ne pense qu'à ça. Quand je fais un jeu de rôle, en fait, mais même n'importe quel jeu de rôle, je fais d'abord la fiche de personnage. C'est la première chose que je crée en tant qu'auteur. Ah non, mais moi je suis aussi animé par ça. Hein. C'est ce que vous Si faites je aussi puis me permettre, je pense que beaucoup, moi aussi je suis dans ce cas-là. D'accord, Je ok. pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, je pense. Ah, d'accord. Parce que c'est la première. Je sais pas. Quelque part, c'est bête ce que je vais dire, mais j'assume. C'est la première chose qu'un joueur voit quoi, aussi. Non mais part. enfin même avant Il a ça. devant ses yeux. Tout de suite, tu mets l'ambiance, tu mets le ton. On va Et dire. dans une boutique, enfin je sais pas vous, mais moi quand je vais dans un magasin et que je découvre un nouveau jeu. Tu vas à la dernière page. Dernière page. Oui, je vais à la dernière page pour voir. Enfin. Bah oui. Comment Non, parce que, quoi. tu vois, c'est bon. Je sais que dans le jeu de rôle, il y aura un chapitre univers, un chapitre combat, un chapitre système. Enfin, ok. Ce qui va vraiment être, enfin, souvent, je veux dire, ce qui va être singulier et qui va aussi me donner envie. Et puis, une fois que j'ai lu un jeu, j'ai beau être hyper passionné, il y a le moment où je distribue les feuilles de personnages aux joueurs pour qu'ils créent un personnage. Et si à ce moment-là, ils n'ont pas des étoiles dans les yeux, je sais que c'est me le barrer, quoi. D'accord, ok. Donc ça, pensez à votre fiche de personnage si vous voulez adapter. Oui, puis indépendamment du rêve, vraiment, c'est important. C'est-à-dire que toutes les règles que vous pouvez être amené à créer, tous les contextes que vous pouvez être amené à définir, s'ils sont pas sur la feuille de personnage, vous aurez énormément de mal à les faire accepter. Ouais. C'est-à-dire que l'air de rien, il y a des tas de moments dans une partie de jeu de rôle où en fait on fait tout sauf jouer un rôle. Parce que le dispositif fait qu'on prend la parole chacun notre tour. Le meneur de jeu, lui, il a une attention de tous les instants. Il doit être vigilant à ce que tout le monde s'amuse et il organise la parole autour de la table de jeu. Mais il y a toujours un moment en tant que joueur où c'est quelqu'un d'autre qui parle et qui s'amuse. Et moi, je suis là, donc je peux être impliqué dans la scène, mais je peux être aussi en retrait et me dire qu'est-ce que je vais faire après. Et dans ces moments-là, on a la feuille de personnage devant les yeux. Et la feuille de personnage, en fait, c'est le monde des possibles. Et il y a beaucoup de choses où on s'appuie là-dessus. Là, on parle bien sûr d'un dispositif classique où il y a un meneur et des joueurs. Après, tu peux adapter aussi certains de. Oui, mais le meneur de jeu est un joueur comme les autres. Non, le meneur de jeu a plus d'autorité sur la narration et sur les éléments fictifs que les autres. Dans le jeu de rôle classique. Il a même d'ailleurs dans le jeu de rôle classique, si on regarde même le contrat social, il a tous les droits en fait. Il a tous les pouvoirs, quasiment. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette définition. Non, je pense que non. le meneur de jeu, il a le pouvoir que les joueurs lui donnent. Oui, mais non, on est d'accord, Sébastien, si tu veux, mais c'est pas un joueur comme les autres. Enfin, le meneur de jeu, c'est pas un joueur comme les autres. Faut être. Attends, s'il a un nom différent, c'est que c'est pas un joueur comme les autres. C'est le meneur de jeu. C'est parce qu'on lui a confié une responsabilité qui est. On sort du sujet. On sort du sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le dispositif qu'on emploie, si par exemple, moi je trouve par exemple qu'un jeu comme, une adaptation par exemple d'un univers comme 1984 ou ce genre de choses, des choses où il y a des tyrans, un univers très fort, très tyrannique, se prête bien à la présence d'un meneur de jeu. En termes de dispositif, parce que du coup on a un mec qui a beaucoup d'autorité et le but ça va être justement de remettre en question son autorité et parfois de pas réussir, tu vois ce que je veux dire. Typiquement dans ce sens, le meneur de jeu a une importance, c'est important que ce soit un meneur de jeu. Et des adaptations d'univers comme ça un peu tyrannique où la machine froide fait ses calculs et donne des rôles à des gens, et là le meneur de jeu est tout adapté. Dans My Life with Master, le meneur de jeu joue le maître et les autres jouent les esclaves. Donc voilà, c'est vraiment adapté pour le coup, c'est vraiment pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux adapter du Saint Seiya, par exemple, c'est pas sûr que la présence d'un meneur de jeu soit si bonne que ça. Pourquoi ? Parce que si tu réfléchis bien, le meneur de jeu, il va devoir jouer tous les PNJ qui font de la baston. Il va être crevé. C'est-à-dire qu'il va jouer tous les PNJ qui font de la baston. Est-ce que c'est pas plus intéressant dans Saint Seiya, par exemple, d'avoir 3 joueurs qui jouent les antagonistes et 3 joueurs qui jouent les chevaliers ? On peut se poser la question aussi. Et du coup, il n'y a pas besoin de meneur parce que de toute façon, quand tu arrives devant le pilier du Pacifique Sud, gardé par, je sais plus si c'est Eotsilla ou je sais plus qui, mais c'est à Eotsilla de décrire comment il est son pilier, de dire t'arrives devant mon pilier, il est majestueux, l'océan, il soutient l'océan, etc. Il y a une espèce de brume qui t'entoure et tout. Tu vois, limite c'est le méchant qui devient le meneur. Moi je pense qu'il y a des adaptations qui se prêtent à d'autres dispositifs qu'un seul meneur pour 5 joueurs ou 4 joueurs ou 3 joueurs. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tout ce que je veux dire, c'est que tu proposes de la liberté, Sébastien. Va jusqu'au bout.
Non, mais ça, je dis pas le contraire. La liberté, elle est y compris dans l'explosion des cadres et des règles du jeu de rôle. Mais ce que je veux dire quand je dis que c'est un joueur comme les autres, c'est-à-dire qu'il se plie aux mêmes règles. Non, mais y compris le fait qu'il y ait ou pas un meneur de jeu, un seul ou plusieurs, y compris le fait des choses qui pourraient être. On pourrait très bien imaginer un jeu où il y aurait des moments de rencontre. Non, mais c'est important parce que il y a plein de gens, et d'ailleurs on l'entend souvent, où il y a eu un moment dans le jeu de rôle où il y avait cette tentation de croire que le meneur de jeu avait le droit, en fait, d'être hors la loi, en fait. D'être hors des règles. Je comprends. Et il y a eu tout un courant qui revendiquait le fait que la justification du paravent, c'était que les résultats du meneur de jeu étaient cachés et qu'il était finalement en droit de tricher parce que ce qu'on lui avait confié, c'était soi-disant le fait qu'on allait bien s'amuser et que donc ça passait par le fait qu'il y ait cette dérogation. Et je dis non, parce que dans ces cas-là, on fait un jeu qui est différent. On fait un jeu où il y a des règles. Pour les joueurs qui ont un seul personnage et qui sont des règles différentes, peut-être des règles du PNJ. Très bien. Très bien. Ok. On va pas rentrer dans le débat. Je crois qu'il y a moyen de faire une super discussion entre nous. Non, mais là-dessus, il y a moyen de faire une discussion entre nous. Je pense que ça pourra faire l'objet d'un prochain podcast, mais il y a moyen de faire une super discussion entre nous. Tu permets que je recentre un petit peu le débat. Bien sûr, évidemment. Donc je disais, bon, voilà, je veux adapter un univers et compagnie. Je l'ai passé au tamis et je me rends compte, enfin, je crois que cet univers-là, je peux l'adapter en jeu de rôle. Donc après, derrière, on parlait effectivement d'un journal de bord. Ouais. En fait, c'est l'idée de Sébastien notamment. Le côté d'en discuter forcément avec d'autres personnes et autres. Mm-hmm. Mais après, je fais quoi? Donc, je m'attaque au système de résolution. Je me fais l'avocat du diable, volontairement. Je fais l'ignorant sur ce coup-là. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attaque le système de résolution tout de suite. Une fois que tu as réfléchi à ton propos, à ce que tu voulais inviter les joueurs à jouer, tu vois, comme nous, là, par exemple, on a défini tout à l'heure pour les Saint Seiya du propos. C'est ce que disait Sébastien tout à l'heure. Chacun va aborder les choses différemment selon ce qu'il aime faire. Tu vois, il disait tout à l'heure, Sébastien, il y en a qui aiment bien écrire de l'univers, donc ils vont écrire de l'univers qui vont dans le sens de leur propos. Il y en a qui vont commencer direct à faire le système de résolution pour savoir quelles sont les entités qui vont résister, c'est-à-dire quelles sont les résistances que vous rencontrez les joueurs. Frédéric Sintès a un très bon mot, il parle de résistance asymétrique pour parler du gameplay en fait, c'est-à-dire sur quoi les personnages des joueurs avec quoi les personnages des joueurs ont des interactions, avec quoi les joueurs ont des interactions et qu'est-ce qui leur résiste. Si c'est les adversaires, par exemple dans Saint Seiya, évidemment ceux qui vont leur résister c'est les chevaliers adverses qui vont devoir défaire pour sauver leur princesse par exemple, tu vois, typiquement. Mais ça c'est dans un certain angle d'attaque, ce serait ça. Bon il y en a qui vont commencer par ça, par réfléchir à la résistance. Mais tu vois, il n'y a pas de recette miracle, Jeff. Ta question, il n'y a pas de réponse en fait. Moi je pense effectivement qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de sujet qui mérite par lequel de commencer. En revanche, je pense qu'il y a une étape intermédiaire entre le moment où l'intention est formalisée et au moment où le travail commence. C'est de se demander à quoi ça ressemble in fine. Je pense que très tôt, il faut envisager la table des matières et le sommaire, ou les tables des matières, parce qu'on peut très bien aussi imaginer qu'on est dans une approche où il y aura des documents qui seront entre les joueurs et qui seront différents des documents qui seront entre les meneurs de jeu. Pour faire simple, une idée qui est vieille comme le jeu de rôle, guide du joueur, guide du maître. Il peut y avoir d'autres façons de faire. Et je pense que de se faire un plan, en fait, c'est de manière très scolaire, mais c'est le bon sens, c'est de dire voilà, je vais traiter tous ces sujets-là, in fine, ils seront organisés de cette manière-là, plutôt dans ces proportions. Et à partir de là, une fois qu'on a cette lecture-là, selon sa sensibilité, selon ses facilités, et selon ses goûts, parce qu'il y a des gens aussi qui commencent par le plus dur, on attaque les sujets un peu dans le désordre. Et je pense que l'important, c'est d'avoir l'envie, mais avec une intention formalisée et une table des matières posée. À chaque fois qu'on va sortir de cette table des matières ou qu'on va dévier de son intention, on sera alerté, on se dira ah ok, en fin de compte, à l'usage, je fais différemment de ce que je voulais. Est-ce que mon intention et ma volonté a changé? Et effectivement, je remanie mes outils initiaux. Ou est-ce que, en fait, je suis un bon rôliste et je suis en train de me laisser embarquer parce que le truc me passionne. Sauf qu'au départ, je m'étais dit attention, cette fois, le système de combat prendra pas 50% du volume et il faut que je me recadre. Mais voilà, c'est plutôt des étapes. Tu penses ça en termes de contenu dans la base, en fait, j'ai l'impression. Presque en termes de pages. On a 200 pages à allouer. Combien de pages donnent au combat? Combien de pages donnent assis Alors, je sais pas si c'est en pages parce que à t'écouter, j'imaginais ça comme ça. Oui, c'est-à-dire que moi, en tant qu'éditeur, je l'envisage comme ça parce que je suis dans une logique où je vais imprimer l'œuvre de l'auteur et je suis confronté donc à l'imprimerie et j'ai des contraintes. La création de la maquette. Voilà, j'ai des contraintes. Mais sans donner un nombre de pages, c'est-à-dire se faire une table des matières, se dire je vais traiter ces sujets dans cet ordre-là et de m'indiquer des ratios, c'est-à-dire de dire voilà, mon total c'est 100,
et le combat Voilà, fait 30%. Et après, j'ai envie de dire, ça va évoluer, mais au moins, il y a une intention qui est formalisée. Jeff. Non, je voulais revenir un petit peu sur la forme du garage même, si tu me le permets. Ouais. Donc, effectivement, d'essayer de donner. Je me doute bien qu'il n'y a pas de recette miracle, on va dire, de recette parfaite, mais essayer d'identifier. Moi, c'est mon intention depuis le départ du podcast, c'est essayer de trouver vraiment des clés, des points. J'insiste là-dessus pour que ceux qui écoutent derrière se disent bah tiens, je peux réutiliser ça et autres. Et c'est là où moi je me demande si là où on n'a pas cerné les problèmes de l'adaptation et la nouvelle question qu'on se pose, elle est trop générale. C'est comment créer un jeu de rôle à partir du moment où on a bien cerné ce qu'on voulait faire. Là, on a extrait l'essence de ce qu'on voulait faire dans notre adaptation. On a fait notre petit tableau, on a listé. Et la question auquel on s'apprête à répondre, elle nécessite peut-être un autre garage, parce que là, c'est clairement comment faire un jeu de rôle, non ? Ouais, c'est vrai. Et cette question-là, on se la pose depuis des mois et des mois sur le garage. On se pose la question de cette émission. Elle nous pose des problèmes, cette émission. Mais... Alors, dans ce cas-là, pour résumer le garage d'aujourd'hui, si je puis me permettre, clairement, donc sur l'adaptation d'un univers, la seule chose qu'on peut faire à l'heure actuelle, si je prends ton principe, c'est de tout simplement, premièrement, identifier l'univers pour savoir si il est adaptable, et deuxièmement, lancer la machine. Ah non, identifier nos besoins, enfin ce qu'on veut en faire aussi. Ah oui, identifier ce qu'on va en faire et lancer la machine. Ouais. C'est ça que je voulais entendre par lancer la machine. Ah d'accord. Après, je peux te ressortir le plan tel que j'ai pris à droite à gauche, mais c'est intéressant. Moi, il y avait un truc que j'avais envie Sébastien, tu voulais ajouter quelque chose, je crois. Oui, je dis concrètement, si on revient sur le point de les rôles qu'on proposera pour que l'adaptation soit vivante. Ouais. Il y a aussi une adéquation avec la forme, c'est-à-dire que si on est dans une optique de se dire, je veux faire jouer, par exemple, je veux adapter une œuvre où il y a beaucoup de personnages. Et où il y en a tellement que finalement ça revient à proposer une variété de rôles parce qu'il y a une diversité. Effectivement, dans ces cas-là, peut-être que ma méthode de travail, c'est de me dire je vais me faire un chapitre ou peut-être même un mini-jeu par personnage que je propose pour qu'ils soient distincts et compatibles entre eux. Alors que si je suis sur des catégories, je vais travailler sur les catégories. Donc c'est vraiment pour moi la question qui est vraiment cruciale et c'est ce qui fait que je pense que ce garage il dévie petit à petit sur comment fabriquer un jeu de rôle. C'est que l'œuvre originale, le thème, le genre, il porte ses spécificités. Donc voilà, il faudrait faire un garage pour adaptation Heroic Fantasy, puis un garage adaptation SF, et puis après on se dira oui, mais en fait, il faut faire un garage adaptation Tolkien, il faut faire un garage adaptation Conan, adaptation de Doctor Who. Bon voilà. Mais non, mais limite, en fait, limite, c'est vrai qu'on pourrait le faire. C'est-à-dire que, en fait, c'est peut-être ça l'avenir du garage finalement, de devenir ultra spécialisé. Peut-être. Sur l'adaptation, je reviens vraiment là-dessus. Par rapport à la diversité des rôles que tu parlais tout à l'heure, Seb, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui a été dans ce que j'ai pu faire, qui a été sous-jacent. C'est quel rôle tu vas pouvoir confier. Je m'explique. Un autre des univers qui m'intéressait pour adapter, pour le coup celui-là je l'ai pas tenté, j'ai travaillé dessus mais je l'ai pas encore véritablement testé en jeu, c'était l'univers d'Highlander. Or, forcément, une question me vient tout de suite, m'était venue tout de suite à l'idée, c'est est-ce que à la table tout le monde va jouer des immortels ? Ouais. Voilà, parce que c'est un petit peu, je dirais, le même cas de figure que dans Star Wars. Est-ce que on va pas voir tout le monde va vouloir jouer des Jedi ? Et là, ça m'a éventuellement pour un autre type de podcast ou je sais pas quoi, c'est au point de vue des rôles, qu'est-ce qu'on est prêt à jouer à table ? Parce que je savais très bien, moi, sur le groupe de joueurs que j'aurais proposé Highlander, j'avais commencé à faire des scénarios et compagnie, je leur avais demandé de travailler sur des personnages, et je savais très bien que de base, il y avait certains que je n'aurais pas mis en immortel. Donc, est-ce qu'ils n'auraient pas été lésés finalement ? Je sais très bien qu'il y en a qui m'ont rigolé en disant ouais, non, mais si je suis pas l'immortel, je suis pas le héros. Sébastien, ça te faisait réagir. Oui, parce qu'en fait, le propos d'un jeu sur Highlander, c'est quoi ? C'est de jouer des immortels ou c'est de jouer des immortels qui décident de vivre comme des mortels ? Ouais, c'est ça. Ouais, ou de jouer des mortels. Selon le propos qu'on choisit, et ben en fait ça répond à la question et du coup on fait pas le même jeu. Enfin. Ouais, non mais c'est vrai. Justement, moi ce qui m'intéressait c'était ça c'est par rapport à la série et compagnie. Il y a des factions, notamment la faction des guetteurs entre guillemets qui étudie, qui observe les immortels. Je savais qu'il y avait un joueur qui ce genre d'idée-là lui plairait énormément. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui m'auraient dit bah non mais si je suis pas en immortel aussi ça m'intéresse pas. Ah là là, mais c'est vrai que plus je m'interroge, je suis en train de me dire en fait la question de notre podcast était pas très bien posée. On aurait dû vraiment dire comment adapter tel format. C'est intéressant, je trouve le garage on fait toujours des erreurs. Romaric, excuse-moi Ben, vite fait. Ouais. Non, personnellement, je pense pas que la question était mal formulée. De toute façon, le podcast est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant ce qu'on dit. Mon intention vraiment dans ce podcast-là, c'était de voir déjà si
un univers était adaptable en jeu de rôle. Mais oui. C'était surtout ça, moi, Mais alors, la avant de chose le faire réfléchir, qui m'a interloqué. Si elle est adaptable, j'ai peur que quand tu réfléchis à ton pote de savoir si ça va lui plaire de jouer ça, tu as oublié de te poser la question, qu'est-ce que tu veux faire dire à ton jeu? Moi, si je crée un jeu sur Highlander, je vais peut-être juger intéressant de faire jouer une famille classique d'humains qui va accueillir un immortel et qui vont avoir leur vie perturbée par ça. Ce qui est intéressant, c'est et là, à partir de là, je me commence à me dire, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ben. Moi, je l'ai peut-être super mal formulé le truc. Moi, ce qui m'interloque, et ben là, c'est une question que je me pose depuis pas mal d'années, moi, sur le jeu de rôle. C'est la place du rôle que le joueur a à la table. Pas en tant que joueur, vraiment son PJ. C'est-à-dire, est-ce que c'est un personnage balèze et compagnie? On va prendre un truc tout bête. Je vais déformer le truc pour que vous compreniez éventuellement mon propos. On parlait de Saint Seiya. Partons du principe qu'à la table, il y ait un chevalier d'or et une garde de chevaliers de bronze. Donc forcément, t'en as certains qui vont gueuler, qui vont dire il y a un chevalier d'or, c'est lui le plus puissant et compagnie. Est-ce qu'on peut faire des rôles non équitables autour d'une table? Est-ce qu'on peut créer une table de PJ qui ne soit pas homogène du point de vue dans Warhammer, tu peux jouer un Hobbit et ça, c'est une question qui dépasse très largement le cadre de ce podcast, je pense. C'est une question pour revenir là-dessus, générale. Est-ce que justement, dans l'adaptation d'un univers, est-ce que ça peut pas être un frein, justement, de se dire, dans cet univers-là, il y a des personnes qui sont rares et compagnie, du coup, ça va mettre un déséquilibre de force à la table. Sébastien. Je sais pas, je crois que quand on n'a pas... Parce que le propre de l'adaptation, c'est quand on va, a priori, partager une œuvre au préalable. Donc on a des codes culturels et on a un regard sur le monde qui est peut-être différent de celui classique du jeu de rôle, parce que celui du jeu de rôle classique, c'est de se dire, il y a une création de personnages qui met tout le monde sur un pied d'égalité, il y a une exposition des moyens, et chacun s'empare des moyens pour définir son rôle. Et donc on a le sentiment qu'on est sur un pied d'égalité et que c'est bien normal, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des spécificités. Mais même on a tendance à les quantifier, à dire oui, mais cette spécificité elle vaut tant de points, et pour le même nombre de points, on en aurait 2 autres plus faibles. Mais si jamais je suis face à une œuvre qui a sa cohérence interne, qui nous passionne tous, et c'est ce qui fait qu'on décide de jouer à cette adaptation. On en admet aussi, vu qu'on a cette passion, la passion nous aide à admettre qu'il y a des gens qui sont différents. Je pense que typiquement, sur le Seigneur des Anneaux, on va arriver à jouer quelque chose de différent d'à Warhammer, parce que si on joue au Seigneur des Anneaux et pas à Warhammer, c'est parce qu'on admet qu'il y a les Numénoriens et qu'ils vivent très longtemps. Et qu'on admet que Gandalf est un Istari et que donc il va revenir. Alors que dans un jeu de rôle classique, si je le posais comme ça et qu'il n'y avait pas cette passion commune au préalable, je dirais, mais je pense que c'est ce à quoi s'est heurté Skels en son temps, c'est attends, il y a un joueur qui va être plus fort que les autres, et c'est quoi le moyen pour décider? Ah, on fait comme on veut, d'accord? Et donc si on veut tous être ce mec-là, il se passe quoi? Très très bien. Il répond parfaitement à ta question. Impeccable. C'est que la célébration du canon est plus forte dans une adaptation, et donc du coup on peut se permettre d'avoir un déséquilibre. Elle est plus facile à accepter. Elle est plus facile à accepter, voilà, c'est ça. Alors ça me permet de rebondir sur un point pour essayer de prolonger ce podcast. C'est que, en fait, il me semble qu'une adaptation est réussie lorsque les joueurs, à un moment donné, autour de la table, se regardent et disent putain, on s'y croirait, quoi. On a l'impression qu'on est en train de revivre la guerre des étoiles, on est en train de... Tout à fait. Donc, il me semble quand même que quand on prend une adaptation, quand on veut faire une adaptation d'un univers, d'un livre, etc., ce qui va compter quand même, c'est l'aspect respect du canon esthétique, c'est l'aspect création dans la cohérence de l'univers posé par l'auteur au départ. Là où je veux en venir, c'est que finalement, la proposition créative au sens de la forge qu'on va essayer d'encourager, ça va quand même, je pense, être le simulationnisme. Et donc du coup, là, on peut peut-être, si on part dans cette idée-là, on peut peut-être en dire un peu plus sur la manière d'encourager la démarche créative simulationniste. Et du coup, à part un système de se retrouver dans le... Typiquement, par exemple, je donne un exemple, au niveau du dispositif, si c'est une œuvre qui dispose d'une musique, c'est-à-dire par exemple Star Wars, évidemment, pendant la partie de Star Wars, n'hésitez pas à diffuser du John Williams. Et pas forcément du... Enfin, voilà, c'est... Alors, je pense que dans cet ordre d'idée, moi, ce que tu me dis, ça m'évoque une chose un petit peu en avant sur ta prise de parole, c'est... Je pense que, Sébastien, avant même le système, c'est pour avoir l'impression d'y être. Je pense que la clé, c'est si on sait qu'on a l'impression d'y être, quand quelqu'un va faire sien, ou pour son personnage, un propos entendu dans le film ou lu dans le livre. D'accord. Et peut-être d'ailleurs que, quand on est dans l'adaptation, il faut traquer les moments où le narrateur ou un personnage,
quand c'est pas le narrateur, prend la parole, mais que cette prise de parole n'est pas dans le dialogue ou dans le récit ou dans la description, mais qu'elle est sur l'énonciation en fait d'un pilier, d'une vérité fondamentale de l'univers. Je pense que ces affirmations-là, elles doivent devenir des éléments de gameplay, et on saura que ça marche si les joueurs s'en emparent. Je prends un exemple. La colère conduit à la haine conduit au côté obscur. C'est à un moment donné. C'est une affirmation dans l'œuvre. C'est posé comme règle dans l'adaptation D6 qui a eu il y a maintenant de nombreuses années. Et autour de la table de jeu, il y a plein de joueurs de Star Wars qui, à un moment donné ou à un autre, face à un dilemme moral, ils vont s'emparer de cette citation et ils vont la dire. Et le travail qu'il faut arriver à faire, je pense, à l'adaptation, c'est ça. C'est d'arriver à choper, et on en a tous, parce que quand on est passionné d'une œuvre, on se refait des dialogues, voilà, on peut le dire. Genre. C'est clair. Ça nous arrive, y compris à table avant de ranger le podcast. Donc, non, mais la passion, c'est aussi ça. Et puis, faut jamais oublier aussi une chose, c'est que le jeu de rôle est un dispositif ritualisé. Et la citation, ça fait partie des rituels. Donc, en faire des éléments de jeu, des règles, des principes, et arriver à créer, peut-être par la simulation, à ce que les joueurs fassent sienne ces paroles. Et je pense que là, c'est la meilleure récompense de la. Non, c'est clair. Comment je rêverais, moi, de me craquer les doigts et de dire, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Bah voilà, c'est ça, exactement. Je rebondirai aussi un petit peu là-dessus, et pareil aussi sur la musique, pour moi, qui est vraiment essentiel pour. Quand il y a une musique qui est disponible, bien entendu. Ce qui est fort, c'était par rapport sur les premiers points au début du podcast, sur l'interprétation des figures, comme je le disais. C'est là, effectivement, que tu vas aussi permettre d'avoir une belle immersion dans l'univers. Parce que, en partant du principe que c'est un univers qui parle à tous les joueurs de la table, que c'est un univers que tout le monde connaît et autres, effectivement, à partir du moment où tu vas faire intervenir une figure, tu vas déjà avoir une sacrée aide pour l'interpréter, mais surtout, les joueurs vont le voir littéralement. C'est sur un Star Wars, l'exemple le plus facile pour moi je pense. Effectivement, si à partir du moment où ils croisent Dark Vador, t'interprètes Dark Vador, t'essaies de le faire de façon assez crédible, tout le monde va se pisser dessus à la table. Au moins, c'est l'avantage. Je m'en suis rendu compte à l'époque de l'expérience sur Saint Seiya, notamment en interprétant le grand pop ou certains chevaliers puissants. Où là, j'ai vu vraiment, j'ai regardé mes joueurs du coin de l'œil. C'est génial. Ah ouais, non, mais ils sont en train de m'écouter là. Ils boivent mes paroles, ils flippent. Là, c'est vraiment jouissif. L'incarnation, en fait. Tu récupères, t'es hissé t'es le nain hissé sur l'épaule du géant. C'est sans doute la plus belle preuve que Sébastien. Ce qui fait qu'un jeu fonctionne, c'est pas que son système de résolution. Parce que là, finalement, on est dans le dispositif. Ce que tu dis, c'est que dans l'adaptation, il y a un élément de dispositif supplémentaire qui est la réinterprétation de l'œuvre in live, quoi. Clairement. Dark Vador avec la voix de Jeff, moi je dis oui. Darky Vador. Merci, beau compliment, merci. Le point essentiel là-dedans, c'est que si on veut être dans la célébration d'un canon, c'est l'ambiance en fait, c'est mettre l'ambiance et l'esthétique du. Donc là, on a dit la musique, l'interprétation des personnages, les répliques. Et moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Je voudrais que si jamais on fasse une adaptation dont le but soit comme ça de célébrer la cohérence d'une œuvre et d'une ambiance, c'est qu'on récompense les joueurs au moins, je sais pas, par des sucres, par des points d'expérience, par ce genre de choses, qu'on les récompense pour la célébration. C'est-à-dire que lorsqu'ils font quelque chose qui est en totale adéquation avec la cohérence de l'univers, ils soient récompensés. Mais on peut aussi les inciter, c'est-à-dire il peut y avoir des règles qui ne se déclenchent que parce qu'on est dans la célébration. C'est-à-dire faire sienne un propos célèbre de l'œuvre originale pourrait autoriser à relancer les dés par exemple, ou à contrecarrer quelque chose que le meneur nous impose par un PNJ, dire mais non parce que et voilà. Une récompense. La récompense peut être narrative, c'est-à-dire que l'histoire te donne raison. Elle peut être effectivement, comme tu l'as dit, systémique. Tu relances tes dés. Non, je reformule, c'est pas seulement la récompense, c'est aussi le passe-droit. C'est-à-dire que tu récompenses le joueur quand tu lui donnes un passe-3. Tu lui donnes une nouvelle possibilité. Donc c'est une récompense. Dans un jeu de rôle. Je fais quand même une petite nuance parce que tu as un gain immédiat. C'est pas quelque chose que tu n'as pas le moment à attendre où on fait le décompte et où. Mais la récompense, souvent, c'est ce qui clôture le jeu, non? C'est ça. Non. Non, moi, la récompense au sens du. D'accord, ok, je vais préciser ce que je voulais dire. Non, la récompense au sens du système, c'est en cours de jeu. Tu gagnes quelque chose du fait de faire c'est dans l'achievement en cours du jeu. C'est pas jeux vidéo, quoi. C'est sur l'instant.
Oui, c'est sur l'instant, absolument. C'est un encouragement, c'est pas un encouragement, voilà. Fait, et ça, juste une petite parenthèse pour ouvrir un truc, il y a eu un grand débat entre moi et Fred là-dessus, c'est est-ce qu'on peut créer un jeu avec des sanctions aussi? C'est-à-dire que quand tu respectes pas le canon esthétique, eh ben tu es sanctionné. Et Frédéric disait que toute sanction dans un jeu, quel qu'il soit, sera forcément mal vécue et nuira forcément à l'ambiance. Alors pourquoi on parlait de ça, c'est par rapport à Sens, parce que dans Sens, quand on respecte pas le canon esthétique, qui est justement un jeu qui encourage la démarche créative simulationniste, quand on respecte pas le canon esthétique du jeu, on prend un point d'immersion négative. Donc on se prend une sanction. Et inversement, quand on respecte, on prend un point d'immersion positif. Donc moi j'ai un système de bâton et carotte. C'est-à-dire carotte-bâton récompensé. Et lui il disait que c'était un mauvais système. Et je suis de plus en plus d'accord avec lui. C'est-à-dire que je pense que le mieux c'est de récompenser. Moi je suis pas d'accord avec ça parce que je pense qu'il y a des univers se prêtent à la sanction. Pour devenir crédible, doivent se prêter à la sanction. Moi, je prends un exemple. On a fait un jeu qui s'appelle Force Commando, qui est un jeu d'Arnaud Cudet, qui était aussi l'auteur de Metal Adventure, où le postulat, c'est on prend des mecs qui pourraient être 12 salopards, on les envoie dans une mission épouvantable, et ils vont être confrontés au mal le plus absolu, et évidemment, de par leur nature, ils sont tentés de faire le mal. Et s'ils le font, ils seront sanctionnés, parce que ce qu'on attend d'eux, c'est pas qu'ils cèdent aux bas instincts de leur personnage avant qu'ils commencent à jouer, c'est qu'ils remplissent la mission qu'on leur a confiée maintenant que le jeu commence. Attention, ce que Fred disait, c'est pas de sanctionner les personnages, sanctionner les joueurs. Moi, je parle de sanctions et de récompenses de joueurs. Là, ce que tu es en train de dire, c'est on peut sanctionner les personnages, évidemment. Je veux dire, le mec est. Non, mais il faut les sanctions. Il fonce sur Chaka avec son armure de bronze, il est sanctionné. Hein, c'est certain. Mais c'est quoi les sanctions qui affectent un joueur? C'est-à-dire au sens où. Ouais, c'est vrai que c'est. À part lui balancer une bouteille de coca là. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est peut-être il y a des trucs qu'il faut s'interdire parce que ça frustrerait la majorité des joueurs. Pour moi, la seule sanction. Je prends un titre très personnel. La seule sanction que je vais vivre comme ça, se faire éjecter de la table. Voilà, c'est ça, tu m'empêches, je reviens la prochaine fois, quoi. Les points et là, je vais pas me dire le jeu est bien fait, le jeu est mal fait. Je vais me dire non mais t'as un problème avec l'autorité, quoi. En fait, tu veux utiliser ton pouvoir sur moi et c'est idiot, quoi. La sanction aussi, je pense là-dessus, clairement, ça va être de péter l'ambiance à table. Ça, en plus, ça va. T'es auto-sanctionné, en fait. T'as pas besoin de la colère. Clairement, j'ai un exemple type qui me vient en tête. En plus, ça tombe dans l'adaptation plus ou moins. C'est un pote à moi qui maîtrisait pour un scénar plus ou moins convention, un DC Heroes, tout simplement, donc avec les grandes figures. Et à un moment à la table, il tombe sur Batman. Maître de jeu que je connais bien, qui est un bon maître de jeu, interprète Batman comme il le faut. Donc c'est-à-dire un peu flippant et compagnie. Les personnages jouent des super-héros certes, mais pas aussi costauds qu'un mec comme Batman, faut pas déconner. Il y en a pas. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est un joueur a trouvé la bonne idée, mais la très mauvaise idée en vérité, de sortir une réplique à la con qui a tout cassé. C'est-à-dire que Batman arrive et compagnie, le maître de jeu le décrit, et là derrière, qu'est-ce qui se passe? Le joueur qui balance, tiens, v'là Mickey. Alors que techniquement son personnage ne l'aurait pas dit. La sanction, c'est l'immersion qui baisse pour tout le monde. Complètement, parce que tout le monde a éclaté de rire à la table. Le maître de jeu à ce moment-là, lui, il s'est senti brisé au niveau de sa crédibilité, et du coup, il a été frustré sur l'instant. Et tout le monde a été frustré aussi. Mais après, je comprends, dans les mécaniques, parfois les sanctions, même. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Seb, sur ce coup-là. Je pense que ça arrive, mais je crois que c'est pas le. Je pense que la sanction, elle est là, finalement. On n'a pas à proposer un jeu de réguler ça. Là, dans le cas que tu dis, je crois que la personne s'est sanctionnée toute seule. Puis elle a sanctionné à la table. Est-ce que ça a fait rire la table ou non? Ça a fait un froid. Ça a fait rire la table, mais en même temps, ça a cassé l'ambiance. Le meneur, par contre, ça n'a pas dû le faire rire. Ah non, il a pas rigolé. C'est le meneur. Il a pas rigolé du tout. Parce qu'il pose son ambiance, il fait l'effort de faire un truc. Ah non, mais ça, c'est extrêmement frustrant. Je pense que ça. Non, mais c'est pour dire que. Est-ce que ça voudrait dire que dans ces cas-là, est-ce qu'il faudrait prévoir certaines choses pour dans le gameplay pour que les gens soient effectivement encouragés à respecter la mise en scène de l'adaptation? C'est difficile aussi, tu vois. On sait aussi qu'à un moment, le jeu de rôle, il y a des moments aussi, le jeu de rôle, la partie, c'est trop long, quoi. Et qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre l'air parce qu'ils en peuvent plus, quoi. Enfin. Et puis dans ce genre de scène climatique, désamorcer, ça peut être très très tentant aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour de la question. Je pense aussi. Ouais. On a vu que c'était un podcast encore qui en appelait d'autres, parce qu'en fait, c'est vrai qu'effectivement, faire un podcast garage sur l'adaptation en règle générale, c'était peut-être un petit peu trop large. Et puis, je suis assez finalement d'accord avec Darky sur l'idée que
si on réfléchit bien, ce podcast, c'est plutôt comment créer un jeu de rôle en règle générale que comment. Il y a un côté à un moment donné où c'est mais peut-être qu'on peut résumer les clés qui avaient été évoquées au tout début et tout à fait. Peut-être les revoir après toute cette conversation, ça peut leur donner un éclairage différent. J'ai fait un plan. Après, j'aurais pas la prétention de dire que c'est le meilleur, mais je pense que dans ce tas-là, effectivement, il y aura des choses qui vont aider les auditeurs, je l'espère. Donc effectivement. C'est en 2 parties. La première partie est d'identifier si l'univers peut être vraiment adaptable et être intéressant. Donc le premier, c'est effectivement voir l'univers, pourquoi ça nous intéresse et autres. Ouais. La deuxième point, c'est la diversité des rôles qu'on va pouvoir proposer. Le troisième point, c'est ce que j'ai appelé le réservoir à scénar. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir suffisamment de matière à exploiter pour avoir des synopsis, ce genre de choses, des scénarios, des accroches et autres. Et le dernier point qui serait sous quel angle je vais aborder cet univers. C'est les 4 points moi que j'ai notés. Après, je sais pas si vous en avez d'autres sur l'identification même de l'adaptation d'un univers. Après, il y a le concret, le carnet à mon avis. Ça c'est ce que j'ai mis dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de lancer la machine, on va dire, de commencer le processus créatif. D'avoir les clés pour commencer, je dirais même le processus créatif. Donc qui sont dans un premier temps se fixer une direction et s'y tenir au maximum. Le deuxième point, donc le journal de bord d'idées que tu évoquais tout à l'heure, Seb. Mais après j'ai noté moi en troisième point, je trouvais ça intéressant aussi, envisager le sommaire, la table des matières, envisager un peu la maquette quelque part. Ça, aussi, je trouve que ça permet de solidifier les idées quelque part. Je reviens sur le carnet de bord. L'enjeu, c'est d'être en capacité, avec le recul, au fur et à mesure que le travail se déroule, de voir quelle idée était là au départ, quelle idée est arrivée en chemin, pour pouvoir les analyser et porter un jugement critique. C'est-à-dire que si quelque chose est là depuis le départ, et si quelque chose arrive en chemin, c'est pour des raisons différentes. Ça permet d'être lucide, en fait, sur le chemin qu'on parcourt. Du recul, tout simplement. De prendre du recul, avec un outil, avec un artifice, en fait. Très bien. Bon, merci Jeff pour ce podcast dense. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire et on n'a pas fini. Clairement. Je te remercie en Amérique, j'ai pris beaucoup de plaisir. De rien, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. On a la chance d'être avec Sébastien qui lui aussi travaille en ce moment dans ces problématiques-là. Et tu as beaucoup travaillé dans ces problématiques-là en fait quand on regarde ton parcours. Oui, j'ai collaboré à l'adaptation d'Agon, de l'univers d'Arklash sous format Quête Wallonne, d'Abîme. Pour une collection chez les 12 singes, là Hexagon Universe, Vasbourg. C'est ouf. Puis d'autres qui n'ont pas vu le jour, parce que là on parle des choses qui ont existé. Mais Olivier Caïra disait que le jeu de rôle ne peut exister que si les gens ont une souche culturelle commune. Et il me semble que tu vois, le jeu de rôle, là, du coup, dans l'adaptation, c'est entre guillemets facile, mais c'est pas au sens de péjoratif que j'emploie le mot facile à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est l'autoroute, quoi. Enfin, forcément, ça donne forcément envie. Tout le monde, quand tu décris Dumbledore, donc si on connaît tous Harry Potter, t'as même pas besoin d'en dire plus, quoi. Tu dis Dumbledore, tout le monde a le truc qui arrive. Tu vois, c'est vrai qu'il y a ça aussi. On en a pas parlé, mais c'est évident. C'est que l'adaptation, c'est aussi évidemment simple en fait, tout simplement. Donc abordable. Ça rend le jeu de rôle finalement beaucoup plus abordable que quand. Je pense que ça permet de combattre la page blanche. J'ai déjà une matière et puis même pour après convaincre d'autres gens de jouer avec soi, c'est plus facile. Exactement. Petit côté prosélyte là, Sébastien. Mais non, mais c'est vrai que militant. Je pense que oui, parce que je pense que il y a eu un podcast précédent où il y a eu une discussion sur quel est l'avenir du jeu de rôle et comment il peut être menacé. Enfin, je pense qu'il faut être lucide. La seule menace qu'il y a, c'est que les gens qui sont passionnés ne jouent pas. Enfin, je veux dire, moi je vais faire sortir du contexte, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Enfin, quand on voit la quantité de textes qui sont produits sur des forums et donc le temps que ça prend à les produire, c'est toutes les personnes qui ont écrit des pages et des pages et des pages, et ils sortaient de chez eux, ils allaient convaincre leurs voisins de jouer avec eux, et ils créeraient des joueurs en fait, tout simplement. Trop bien, je suis trop d'accord avec toi. Boum. Continue. Et là on va te répondre, oui, et si toi tu parlais moins dans les micros et que t'écrivais plus... Non, mais moi, après, je me suis privé de sommeil pendant de nombreuses nuits avant de pouvoir venir à la cellule pour pas prendre de retard sur la création. Donc, voilà. En tout cas, voilà, c'est de bonnes raisons d'adapter aussi. C'est vrai que ça permet aussi de rendre le jeu de rôle plus accessible et de militer pour que ce média fantastique devienne de plus en plus joué par de plus en plus de monde. Ça fait de plus en plus de bien. Oui, et juste une petite chose de dernière minute. Sébastien. Je pense que c'est aussi l'adaptation, c'est un formidable vecteur d'initiation. C'est plus facile de faire découvrir le jeu de rôle
à des gens en leur proposant de jouer dans un univers qui les séduit et qui les excite, avant même de savoir ce qu'est le jeu de rôle, plutôt que de leur dire les gars, le jeu de rôle c'est génial, attends, je vais faire jouer à ça, tu vas voir, c'est mortel. Si j'arrive avec un jeu de science-fiction à des gens qui aiment l'heroic fantasy, mon jeu peut être génial, juste tout le monde se barre, quoi. Enfin, on va pas jouer 40 minutes. Hein. Surtout, je dirais, c'est que leur présenter un univers qu'ils connaissent déjà. Ils ont déjà les connaissances, donc tu vas pas les bâcher en leur expliquant l'univers et compagnie. Donc, j'ai envie de dire, le premier sujet d'adaptation, c'est vous connaissez des gens que le jeu de rôle pourrait intéresser, vous savez pas comment les faire jouer, demandez-leur ce qui leur plairait comme univers et comme ambiance, et voilà, vous avez déjà un premier sujet d'adaptation. Il faut leur faire plaisir à eux. Ouais, clairement. Bravo, belle phrase de conclusion. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous, chers intervenants, d'avoir apporté votre savoir-faire, votre passion pour ce sujet au sujet des adaptations. Bonne semaine à tous, portez-vous bien, jouez bien, adaptez bien, c'est ça qui compte. Allez, à plus, salut. Bonne semaine, à la prochaine.